Le 7 décembre 1941 à Oahu, Hawaï. Personne ne savait qu'il vivrait l'un des jours les plus sombres de l'histoire militaire moderne. Lors de l'attaque, plus de 2400 Américains sont morts, tandis que les sirènes retentissaient et que les bombardiers japonais envahissaient le ciel. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue, étape par étape, l'attaque de Pearl Harbor. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Laissez un commentaire et dites-nous quels autres jours tristement célèbres de l'histoire militaire vous souhaitez découvrir. Essayons de mieux raconter cette histoire que Michael Bay. Le 26 novembre 1941, à 6 heures, une grande flotte de porte-avions japonais a quitté la baie de Hidokapu pour une mission secrète. Ils ont traversé le nord du Pacifique désert vers Hawaï, affrontant des températures proches de zéro. Pendant les 12 jours suivants, la flotte a imposé un silence radio total afin que personne ne puisse deviner qu'une attaque se préparait. Des couchettes froides et pas de radio, c'est le prix du secret. Au même moment, le secrétaire d'État américain Cordell Hull a adressé au gouvernement japonais une demande de retrait des troupes, appelée plus tard Note Hull. Le Premier ministre Tojo Hideki a déclaré à son cabinet « C'est un ultimatum ». Le 7 décembre à 3h42, peu avant l'attaque, l'United States Ship Condor a détecté un sous-marin japonais près de Pearl Harbor. Le Condor, ancien dragueur de mines, a aperçu le sous-marin et son périscope, signalant aussitôt l'observation au destroyer United States Shipward. Le monde ne connaîtrait pas toute l'histoire avant un certain temps, mais les Japonais avaient en réalité passé des mois à planifier l'attaque de Pearl Harbor. Le 7 décembre au matin, la flotte s'est placée à 275 miles au nord de sa cible, puis à 6 heures Makoamioski. La première vague d'avions japonais composés de chasseurs, bombardiers en piqué et torpilleurs a décollé. La première vague était dirigée par le commandant Mitsuo Fujita, qui se souviendra plus tard qu'il a fallu 1 heure et 40 minutes à son escadron après avoir quitté les porte-avions pour apercevoir la Terre pour la première fois. Soudain, une longue ligne blanche d'écume est apparue sous son avion. Il voyait la côte nord d'Oahu. Il était 6h45 du matin, alors que les premiers bombardiers japonais étaient encore en route vers Pearl Harbor. L'United States Shipward localisa enfin et coula. Le sous-marin japonais qui avait été repéré par l'United States Ship Condor quelques heures plus tôt. Cela marqua les premières pertes de l'attaque et cela a probablement semblé être une victoire pour les forces américaines. Repérer et couler un sous-marin ennemi aurait été un énorme coup de pouce pour l'ego n'importe quel autre jour. L'équipage du Ward ignorait encore l'ampleur de ce qui allait survenir et la dévastation à venir. Vous ne savez peut-être pas que l'attaque japonaise a failli être complètement déjouée par la nature elle-même. Une mer agitée a failli condamner toute l'offensive. C'est difficile à croire, mais selon le pilote Tokuji Iizuka, les porte-avions tanguaient fortement, roulaient et lastaient. Dans ces conditions, décoller était très difficile. Déjà jouer aux dames serait compliqué, alors faire décoller un avion depuis un navire, imaginez. Iizuka a quitté le porte-avions Akagi de la marine impériale japonaise vers 7 heures avec une deuxième vague d'avions. Il a fallu 2 heures aux assaillants pour rejoindre Oahu. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'attaque était déjà en cours. Peu après 7 heures, les forces américaines repèrent enfin les avions via la station radar mobile d'Opana, utilisée comme système d'alerte précoce à Oahu. On pourrait penser que lorsque la station radar d'alerte précoce de l'armée appelle pour donner une alerte, les personnes concernées réagiraient immédiatement. Mais quand les opérateurs radars ont contacté le quartier général de l'armée à Fort Shafter, Honolulu, pour signaler cette lecture inhabituelle, on leur a dit de respecter la chaîne de commandement militaire stricte et d'attendre un appel en retour d'un officier commandant avant d'agir. À 7h20, un officier de Fort Shafter a enfin réagi au signalement radar des avions japonais.
L'officier a tragiquement ignoré le signal, pensant qu'il s'agissait de B-17 américains attendus B-17. Le lieutenant, ayant rappelé l'opérateur d'Opana, lui a conseillé de ne pas s'inquiéter de la lecture, décision qu'il allait regretter. Peu après, juste avant la chute des premières bombes, à 7h33 au1, les renseignements américains ont déchiffré un code japonais clé. Les déchiffreurs ont découvert que les négociateurs japonais devaient cesser les discussions avec les États-Unis. Les officiers militaires, en lisant ce message, ont vite pensé que le Japon préparait une attaque. Le général George C. Marshall a aussitôt contacté les forces à Hawaï. Il était désespéré de prévenir les troupes, croyant que ce rapport de déchiffrement montrait clairement que les Japonais se dirigeaient vers la guerre. Mais en raison des conditions atmosphériques, Marshall a pris la décision d'envoyer l'information par télégraphe commercial, plus précisément par le câble sous-marin de Western Union. Elle est arrivée trop tard, et au moment où quelqu'un l'a vue, l'attaque était déjà en cours. Peu avant 8 heures, le commandant Fujita ordonna à la première vague d'avions d'attaquer. Selon ses mots, à 07h49, j'ai ordonné à mon opérateur radio de lancer l'attaque. Il a aussitôt saisi le code convenu. Le signal dans une tentative d'empêcher une riposte américaine. Les premières cibles étaient les aérodromes d'Oahu, mais des bombes frappèrent aussi la flotte américaine dans le port, entraînant des conséquences dévastatrices. Peu avant les premières sorts-bombes, le commandant japonais Fujita a signalé « Tora, Tora, Tora » à son navire, indiquant la réussite actuelle de l'attaque. Les avions arrivèrent à Oahu sans être repérés, rendant l'attaque totalement surprenante pour les Américains. À 7h55 depuis l'île Ford, le commandant Logan C. Ramsey a vu un avion voler à basse altitude. Au départ, le commandant pensait assister à un exercice américain, puis il a vu l'avion larguer une bombe. Ramsey envoie un télégramme. Attaque aérienne sur Pearl Harbor. Ceci n'est pas un exercice. Il a été envoyé au moment où la première bombe a frappé, et l'Amérique a vite subi ses premières pertes sur l'United States Ship West Virginia. Le lieutenant James W. Downing a vu ses camarades projetés hors du navire, sortir de l'eau et s'enflammer à cause du pétrole. Selon ses mots, ils sont simplement devenus des torches humaines. Peu après 8 heures, les chasseurs japonais ont largué la première bombe sur l'United States Ship Arizona. L'engin incendiaire a touché l'arrière du navire, rebondi sur une tourelle et explosé à travers 3 ponts. 2 autres bombes ont frappé près du pont anti-aérien et le côté bâbord. 3 bombes sont tombées sans danger dans l'eau, mais la 4e a frappé l'Arizona, faisant exploser les soutes à poudre et provoquant une explosion massive. L'amiral et commandant de la flotte du Pacifique, Husband et Kimmel, est sorti dans son jardin à 7h55 du matin. N'ayant rien d'autre à faire, il a observé les avions japonais attaquer la flotte américaine, a déclaré le voisin de Kimmel. Le visage de l'amiral était aussi blanc que son uniforme. Quelques minutes plus tard, à 8h12, Kimmel a informé la flotte par radio du début des hostilités avec le Japon après un raid sur Pearl Harbor, puis l'a rappelé et a signalé l'attaque à la marine. Sur le pont de l'Arizona, les marins américains tentaient d'atteindre les canons anti-aériens pendant que les bombardiers japonais le mitraillaient. John Anderson se rappellera avoir pensé qu'il ne pouvait pas juste attendre que le navire coule et qu'il fallait agir, sans avoir le temps de réfléchir. À 8h19, une bombe a frappé les soutes à poudre et a fendu la coque du navire, déclenchant le naufrage de l'Arizona et causant 1177 victimes américaines. Une heure après le début de l'attaque de Pearl Harbor, à 9h, la deuxième vague de chasseurs japonais est arrivée. Les bombardiers en piqué de la deuxième vague ont attaqué les navires restants au port, tandis que les avions plus gros visaient les bases aériennes avec torpilles et bombes.
Pendant qu'ils encerclaient les navires, les autres bombardaient les bases depuis les airs. Entre 8 H et 9 H-55, l'attaque sur Pearl Harbor a endommagé les 8 cuirassés américains du port. Des navires ont coulé avec leurs marins. L'attaque a détruit 170 avions, fait plus de 3500 victimes américaines, tandis que les avions japonais se retiraient et que les navires brûlaient encore dans le port. L'attention s'est vite tournée vers la reconstruction après l'une des attaques militaires les plus dévastatrices. Une opération de sauvetage d'1 an, menée par le commandant naval Homer N. Wallen, a permis de réparer certains bateaux et de transformer l'épave de l'United States Ship Arizona en mémorial de guerre, où le cuirassé repose toujours. Le président Franklin D. Roosevelt a appris l'attaque de Pearl Harbor en début d'après-midi le 7 décembre. Le lendemain, à 7h30 du matin, il a prononcé un discours de 6 minutes au Congrès, déclarant que le 7 décembre 1941 serait une date marquée par l'infamie. Il a conclu en appelant à la guerre. Peu importe le temps qu'il nous faudra pour surmonter cette invasion préméditée, le peuple américain, dans sa juste puissance, remportera une victoire absolue. Je demande au Congrès de le déclarer. Depuis l'attaque non provoquée et lâche du Japon le dimanche 7 décembre 1941, un état de guerre existe entre les États-Unis et l'Empire japonais. Plus tard dans la journée, le Congrès des États-Unis a suivi le conseil passionné de leur président et a officiellement déclaré la guerre au Japon. Il ne pouvait vraiment pas dire non. Après ce discours au Sénat, la déclaration a reçu un vote unanime, mais un membre de la Chambre des représentants a voté non. Ce membre, la députée Jeannette Rankin, première femme élue au Congrès, utilisa cet argument pour justifier son vote. Elle a déclaré « En tant que femme, je ne peux pas aller à la guerre et je refuse d'y envoyer qui que ce soit d'autre. » Le 11 décembre 1941, 4 jours après Pearl Harbor, le Congrès américain a voté à l'unanimité la guerre contre l'Allemagne et l'Italie. Les États-Unis rejoignent la Seconde Guerre mondiale. Abandonnant l'isolationnisme, c'est la fin de notre vidéo. Mais alerte spoiler de 80 ans, les gentils ont gagné. On associe souvent la Seconde Guerre mondiale aux combats dans l'Atlantique ou le Pacifique, mais d'autres théâtres de guerre étaient tout aussi difficiles. Les guerriers finlandais de la guerre d'hiver en sont la preuve. Découvrons aujourd'hui des faits étonnants et méconnus sur les soldats finlandais de la Seconde Guerre mondiale. Il est temps de terminer. Désolé, la Finlande. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique, désireuse d'étendre son territoire, a envahi la Finlande avec près d'1 million de soldats. Et Knox, tu devrais parfois répondre, ce coup à la porte, c'est une guerre mondiale. Ils ont bombardé le peuple finlandais avec de l'artillerie pour affaiblir des défenses incapables de riposter, faute de batteries modernes. Les soviétiques ont aussi envahi le pays avec de nombreuses divisions blindées et suffisamment de munitions pour détruire plusieurs fois la population. Pourtant, malgré cet avantage matériel écrasant, à la fin de la guerre, les soviétiques ne pouvaient pas quitter la Finlande assez rapidement. La guerre d'hiver n'a duré que moins d'1 an, mais elle a engendré plus d'horreur que ce que d'autres régions entières ont connu pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'opposés à une force d'invasion écrasante et supérieure, les Finlandais sont restés pour défendre leur patrie. Avec rien de plus que du courage et de la détermination de leur côté, et un froid extrême, il ne faut jamais sous-estimer la puissance du mauvais temps. Ils n'ont reculé devant rien pour vaincre leurs ennemis. L'autodestruction, l'improvisation macabre et la guerre psychologique faisaient toute partie de leur campagne de guérilla pour stopper l'invasion russe. Les Russes ont envahi la Finlande avec de nombreux chars, alors que les Finlandais n'avaient presque aucun blindé. C'était comme dans Risk, coincés en Scandinavie, sans carte, avec peu d'infanterie. Mais si vous pensiez que les Finlandais allaient laisser cela les arrêter, eh bien vous avez raison. Du moins en ce qui concerne leurs chars, les Finlandais ont réussi à déployer quelques-uns de leurs chars pour une attaque tôt le matin. Mais les chars n'étaient pas équipés de radio. Cela rendait toute forme de coordination sur le champ de bataille presque impossible.
De plus, certains de ces chars ont dû battre en retraite à cause de problèmes techniques et d'autres se sont retrouvés coincés sur le terrain, un peu comme l'ED-209 de Robocop essayant de descendre un escalier. Cela n'a pourtant pas empêché les Finlandais tenaces de lancer une attaque contre les Russes, mais de lourdes pertes les ont forcés à se replier après seulement quelques heures. En infériorité numérique, mal équipés et inexpérimentés, leur division blindée était condamnée face aux Russes. Que faire si les chars ennemis sont trop puissants? Les empêcher de s'en servir? Les Finlandais savaient que la mobilité était essentielle pour gagner la guerre d'hiver. Tandis qu'ils restaient dans les zones enneigées, l'armée rouge, à cause de ses chars, devait rester sur les routes. Et les camions auraient dû apporter plus de véhicules tout-terrain, sachant qu'avec tout leur équipement lourd, les Russes devraient utiliser les infrastructures du pays pour se déplacer. Les Finlandais ont simplement détruit les routes et ponts à l'automne 1939, anticipant l'invasion russe. Ils ont aussi tenté de détruire toute structure pouvant protéger leurs troupes du froid. Les Finlandais sont même allés jusqu'à rendre des villes entières inhabitables en empoisonnant l'eau potable et en piégeant des zones avec des mines. Leur stratégie a fonctionné, les troupes soviétiques ont souffert dès le début de l'invasion, mais les Finlandais ne se limitaient pas à dévaster les lieux pour contrer les chars russes. Le concept du cocktail Molotov existait déjà lors de la guerre civile espagnole. Et même si cela ressemble un peu à quelque chose qu'ils auraient servi aux Jeux Olympiques d'hiver de 2014, il s'agit en réalité d'un engin explosif improvisé, fabriqué en remplissant une bouteille en verre d'un liquide inflammable comme de l'essence ou de l'alcool, et d'une source d'allumage comme un chiffon imbibé de kérosène. Les Finlandais ont perfectionné cette arme et lui ont donné le nom de cocktail Molotov. Mais pourquoi ce nom? Au début de la guerre d'hiver, le ministre des Affaires étrangères de Staline, Vyacheslav Molotov, assurait que les avions soviétiques larguaient des vivres et non des bombes sur la Finlande. Eh bien les bombes sont techniquement des vivres, tout dépend de la façon dont elles sont livrées. Les Finlandais ont surnommé ironiquement les bombes soviétiques paniers de pique-nique de Molotov et nommé leurs explosifs improvisés cocktail Molotov. Les cocktails Molotov servaient surtout à détruire les chars soviétiques et non contre l'infanterie. Les cocktails finlandais contenaient du goudron produisant une fumée épaisse. Les explosifs frappaient les chars, remplissant l'intérieur de fumée et empêchant conducteurs et artilleurs de respirer. L'armée de l'air finlandaise, petite et dotée d'avions obsolètes, ne pouvait rivaliser avec les soviétiques et n'a donc pas affronté les Russes directement. Ils ont plutôt adopté des tactiques proches de leur guérilla terrestre. Les avions, dont il y en avait bien trop peu, étaient généralement utilisés uniquement à des fins défensives ou pour mener des attaques de précision sur de petites formations. Cette stratégie s'est révélée extrêmement efficace. La force aérienne française, composée de bombardiers, chasseurs et avions de reconnaissance, a mené environ 5900 missions de combat et abattu 190 ennemis durant la guerre. Avec 47 avions perdus, les Finlandais ont abattu environ 4 appareils russes pour chaque avion perdu, un excellent résultat pour leur aviation improvisée. Les Finlandais ont utilisé tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour gagner la guerre contre les Soviétiques. Dans ce type de conflit, un accord tacite permettait souvent aux deux camps de récupérer et d'enterrer leurs morts lors des cessez-le-feu. Pour espérer battre les Soviétiques, les Finlandais devaient enfreindre les règles en menant une guérilla, semant ainsi la peur chez leurs ennemis. Ainsi, les Finlandais prenaient les corps gelés des Russes tombés au combat et les plaçaient de façon à ce que leurs camarades les trouvent, comme des squelettes dans une maison hantée. Cela avait un impact dévastateur sur le moral de l'ennemi. Non seulement les Russes étaient horrifiés de découvrir les cadavres gelés de leurs camarades, mais cela montrait aussi clairement que les Finlandais étaient prêts à tout pour gagner. Malgré ces tactiques effrayantes et de lourdes pertes, les Soviétiques étaient déterminés à percer les lignes finlandaises et ont tout tenté pour y parvenir. Par exemple, lors de la grande offensive d'infanterie près de la rivière Taipale, les Russes ont tout fait pour réussir leur mission. Les troupes finlandaises Aski ont tiré parti de leur mobilité et de leur connaissance du terrain pour installer des armes automatiques. Oui, des troupes Aski. Une idée à la fois extrêmement pratique et totalement géniale. Vous pouvez déchiqueter l'ennemi tout en dévalant la poudreuse. Les Finlandais abattaient des dizaines de Soviétiques chaque jour lors de leur avancée.
Les pertes étaient telles que les Russes ont dû utiliser les corps gelés de leurs camarades comme abri contre les mitrailleuses. Les deux camps ont bien profité de ces cadavres gelés. Bien que les Russes aient eu des effectifs plus importants et une technologie supérieure, ils étaient aussi une force lourde, lente à se déplacer. Les Finlandais ont tiré parti de leur mobilité et d'une stratégie de harcèlement. Concrètement, les Finlandais attiraient de grandes poches de l'armée soviétique puis les encerclaient. Un peu comme les Raptors dans Jurassic Park après que les Finlandais aient encerclé les envahisseurs. Il ne restait qu'à les épuiser par des tirs lointains de tous côtés, ajoutés au froid extrême. Nous y reviendrons bientôt. Les Russes se sont retrouvés piégés dans une guerre d'usure impossible à gagner. En parlant d'usure, les Finlandais ont eu de nombreux tireurs d'élite durant la guerre d'hiver, mais aucun n'a égalé l'efficacité de Simo Häyhä dans l'histoire militaire. Tu te souviens de lui ? On a mal prononcé son nom tout un épisode de Weird History, ce qui a provoqué de nombreux commentaires. J'essaie de mieux faire maintenant. Agriculteur et chasseur primé pour son tir, il fut mobilisé lors de l'invasion. Vêtu d'un camouflage blanc et armé de son Mosin Nagant M91 HAO-A, est devenu le tireur d'élite le plus redouté au monde. Il choisissait des postes de tir avec vue sur les routes clés, car les soviétiques ne pouvaient avancer dans la neige. Il attendait les cibles, restant parfois plusieurs jours au même endroit. Sa patience lui a sauvé la vie plusieurs fois, notamment lors d'une journée entière face à un tireur d'élite soviétique. À la fin de la guerre, il comptait plus de 500 victimes confirmées. Sa brutalité lui a valu le surnom de la mort blanche, partagé avec le requin des dents de la mer. Bien qu'ils aient largement dépassé les Finlandais en nombre, les tactiques de guérilla du petit pays ont fini par submerger les soviétiques et au bout d'un moment, la supériorité numérique des Russes ne signifiait plus rien. Les Finlandais ont perdu 26 000 soldats et comptent 44 000 blessés lors des combats et à cause du climat. Les pertes soviétiques sont plus difficiles à évaluer. En 1940, le chiffre officiel, selon les soviétiques, était d'environ 49 000 tués au combat et 158 000 malades et blessés. En 1997, l'historien militaire russe Grigori Krivosayev a estimé les chiffres à environ 127 000 tués ou portés disparus et 189 000 malades ou blessés. L'historien Pavel Petrov a affirmé en 2013 que les archives militaires d'État russes confirmaient environ 167 000 morts ou disparus. Cela signifie que près de la moitié de l'armée soviétique a été blessée ou tuée par une force ennemie 2 fois moins nombreuse, avec un équipement bien inférieur. Les Allemands ont commis une grande erreur tactique en envahissant la Russie et en y restant l'hiver. On pourrait croire que les Russes auraient évité cette faute, mais ils l'ont reproduite. Ils ont presque répété la même erreur lors de l'invasion de la Finlande. Peut-être croyaient-ils, en tant que Russes, être immunisés contre le froid comme les ours polaires ou le ninja Sub-Zero. L'hiver 1939-940 fut très rude, avec des températures atteignant moins 45 degrés Celsius en janvier. Imaginez essayer de faire quoi que ce soit dans ces conditions, sans parler de rester assis dans une tranchée. Le temps a également causé de sérieux problèmes avec la machinerie russe. Les lubrifiants dans les véhicules gelaient, ce qui signifiait que l'armée rouge, dépendante des voitures, perdait sa mobilité. L'artillerie devenait également plus difficile à utiliser car le liquide du système de recul commençait aussi à geler. Tout ce qui pouvait geler a gelé. À noter, les premiers soldats à combattre les Russes n'étaient pas officiellement dans l'armée finlandaise. Ils formaient une milice désorganisée défendant contre une attaque aussi massive que l'invasion alliée de Normandie. Il manquait d'équipements, de munitions et d'uniformes. Beaucoup portaient des vêtements civils d'hiver, des skis et leurs propres fusils de chasse. Ils ont repoussé l'une des plus grandes puissances du XXe siècle, éliminant à jamais envahir la Finlande des plans de l'Union soviétique. La France a cédé face à l'Allemagne en juin 1940. Les États-Unis n'étaient pourtant pas encore dans la Seconde Guerre mondiale et, malgré l'isolationnisme populaire, le pays devenait plus méfiant. Être entraîné dans le conflit européen semblait inévitable, et les Américains pensaient devoir bientôt envoyer leur armée combattre. Aujourd'hui, nous verrons ce que signifiait être soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Gouvernement issu. Prends ton fusil, des chaussettes sèches et prépare-toi à attaquer les plages d'une histoire insolite.
Même outre-Atlantique, la capacité de la Grande-Bretagne à vaincre seule les nazis semblait douteuse. Craignant que l'armée américaine ne soit pas prête, les Américains ont soutenu l'instauration de la conscription. Le 16 septembre 1940, le Congrès américain adopte la loi Burke-Wadsworth sur la formation sélective et le service, rétablissant la conscription militaire qui était en vigueur pendant la Première Guerre mondiale. La nouvelle loi ordonnait à tous les hommes âgés de 21 à 35 ans de s'inscrire pour le service. Les conscrits étaient choisis par une loterie nationale. Le secrétaire à la guerre tirait des numéros d'un bol et le président les annonçait comme à une tombola scolaire. Chaque bureau de recrutement vérifiait quel homme local avait reçu ce numéro, puis l'enrôlait officiellement. Les hommes sélectionnés devaient servir au moins 1 an, mais après l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, leur service a été prolongé pour toute la durée du conflit. La durée moyenne du service a finalement été de 33 mois. Avec la prolongation de la guerre, la conscription est passée à 18 ans et en 1944, les reports pour les moins de 26 ans étaient rares. La loi adoptée a instauré une conscription sans distinction raciale. L'armée ségrégée de l'époque limitait les affectations des Noirs enrôlés, entraînant leur sous-représentation dans l'effort de guerre. En 1943, un système de quotas raciaux fut instauré pour augmenter la participation de la main-d'œuvre nationale. Pour s'assurer que les besoins de l'armée étaient toujours satisfaits, le bureau de recrutement décidait à quelle branche militaire les conscrits seraient affectés, et le plus souvent, il s'agissait de l'infanterie de l'armée. À la fin de la guerre, 50 millions d'hommes s'étaient inscrits, 10 millions furent incorporés. Transformer ces civils en une armée efficace fut un défi. La plupart des recrues étaient jeunes et n'avaient jamais quitté leur état d'origine, encore moins voyagé à travers le monde pour faire la guerre, ce qui compliquait leur transformation en soldats. Cela commençait par plusieurs mois d'entraînement de base, appelés camps d'entraînement, pour amener les recrues à se considérer comme faisant partie d'une unité. Tous recevaient uniforme, matériel, une coupe rase et un numéro. Les sections mangeaient, dormaient et s'entraînaient ensemble. L'entraînement était encadré par des instructeurs stricts imposant le respect strict du protocole, à l'image d'Arlie Emery dans Full Metal Jacket. Ce film portait sur les Marines, mais vous voyez l'idée. Les recrues qui faisaient des erreurs étaient punis avec des corvées de cuisine supplémentaires ou d'autres tâches physiques, et si l'erreur était suffisamment grave, tout le peloton pouvait être puni. C'était une expérience éprouvante, mais beaucoup d'anciens combattants se souviennent du camp d'entraînement comme d'une expérience transformatrice qui les a laissés prêts à affronter n'importe quoi, y compris les longues files d'attente chez le coiffeur. Après la formation de base, les recrues recevaient une spécialisation selon leur rôle, comme l'utilisation d'armes spéciales, de radios ou de techniques d'invasion. Les spécialités étaient attribuées selon l'expérience passée et les résultats du test Army General Classification Test. Le test visait à évaluer les compétences ou l'apprentissage d'une recrue, mais son efficacité reste discutée. Une fois les spécialités attribuées, les recrues pouvaient s'entraîner dans plus d'une demi-douzaine d'endroits différents avant d'être envoyées, et parfois elles recevaient même une formation supplémentaire après leur arrivée à destination. Bien qu'ils ne représentaient qu'une petite fraction de l'armée, les fantassins ont subi la grande majorité des pertes et ont généralement affronté les conditions les plus difficiles. Ils étaient moins payés que dans d'autres services. Ce n'est pas juste, un bon emploi devrait suffire pour vivre. Comme on l'imagine, cette situation a été mal acceptée par les hommes et a dégradé leur morale. Pour contrer la mauvaise ambiance, les hauts gradés ont mis en place une stratégie incluant des badges de compétences à l'entraînement, des récompenses pour la performance au combat et des promotions rapides. Le correspondant de guerre américain Ernie Pyle a défendu une récompense financière pour les fantassins en raison des risques encourus. En dramatisant leurs conditions dans sa chronique, il a aidé à instaurer la prime de badge en juin 1944. La prime de badge accordait des dollars par mois à toute personne ayant obtenu le badge d'infanterie expert. Environ 85 dollars aujourd'hui, puis 10 dollars mensuels pour le 175 dollars en 2022. Ce n'est pas le genre d'argent qui allait rendre quelqu'un riche, mais c'était mieux que rien. Et les fantassins devaient être prêts à se déplacer sur n'importe quel terrain, sans parler de la météo. Les troupes devaient affronter la neige, la pluie, une chaleur accablante, un froid glacial et toutes les autres conditions et climats imaginables.
En plus de son fusil M1 de plus de 10 livres, chaque homme devait porter plus de 21 livres de vêtements. Sous-vêtements, caleçons et pantalons en laine, chemises, gros pulls, plusieurs paires de chaussettes, bottes, galoches, ponchos de pluie, manteau, casquette, casque et un maillot de bain au cas où. Ensuite, il y avait 60 livres d'équipement. Sac à dos, munitions, cartouchières, grenades, rations, gourdes, couvertures et objets personnels. L'essentiel parmi tous ces objets, c'était les chaussettes propres. Marcher dans la boue ou la neige causait des ampoules et le pied de tranchée, tandis que les bottes imperméables faisaient transpirer et provoquaient les mêmes soucis. Ces problèmes étaient graves car les ampoules, en plus d'être douloureuses, risquaient aussi l'infection. Sur le terrain, les soldats profitaient de chaque occasion pour changer et nettoyer leurs chaussettes. Pour les soldats, se laver était un luxe rare, ils pouvaient rester plus d'un mois sans douche ni vêtements propres. Un peu comme en première année à l'université. Si un government issue avait la chance de se doucher, c'était généralement grâce à un sac Lister, qui était un sac en toile muni d'une pomme de douche fixée en bas. Les sacs Lister, suspendus à 1,5 mètre du sol, contenaient 136 litres d'eau. Donc, oubliez la douche luxueuse. S'il se dépêchait, un soldat pouvait à peine se savonner et rincer le savon avant que l'eau ne soit épuisée. Il devait souvent se dépêcher car le sac Lister était utilisé dehors, souvent dans le froid. S'il avait de la chance, il recevait des vêtements propres. En général, en utilisant de l'eau chauffée dans un casque au-dessus d'un réchaud de campement ou avec des sachets chauffants fournis par le gouvernement, les soldats pouvaient se raser pendant les accalmies des combats. Le gouvernement leur donnait aussi des brosses à dents et du dentifrice à utiliser avec l'eau d'une gourde, sauf quand celle-ci gelait, ce qui était fréquent. Bien que des services d'information militaire existaient, les fantassins et leurs supérieurs connaissaient peu l'évolution de l'effort de guerre. Stars and Stripes arrivaient rarement au front, et ceux qui y parvenaient étaient souvent déjà obsolètes. Impossible alors de connaître réellement l'importance d'une mission ou d'une bataille. Les soldats devaient risquer leur vie pour défendre des villages ou prendre des collines sans toujours comprendre pourquoi. Comme l'a écrit Lord Alfred Tennyson en 1854, La charge de la brigade légère, il n'avait pas à raisonner, seulement à agir ou mourir. Vous savez, cette citation tirée du film Il faut sauver le soldat Ryan ? Le 8 mai 1945, l'Allemagne s'est rendue aux Alliés, mettant fin à la guerre, mais le travail restait immense. L'armée en Europe devait devenir une force d'occupation. En même temps, les États-Unis se préparaient à envahir le Japon, nécessitant le déplacement de troupes vers un nouveau théâtre d'opération. Certaines troupes étaient prêtes à être démobilisées et renvoyées chez elles. Se rappelant certaines des difficultés rencontrées par les États-Unis lors de la démobilisation après la Première Guerre mondiale, le chef d'état-major de l'armée américaine, le général George C. Marshall, s'est efforcé de mettre au point un système pour décider qui resterait, qui partirait pour le Japon et qui rentrerait chez lui. Il avait instauré le score de service ajusté, appelé système de points par les Government Issue. Annoncé en septembre 1944, le système donnait un point par mois de service et un point en plus pour chaque mois à l'étranger. 5 points par campagne, médaille de mérite ou de bravoure, 5 points pour un Purple Heart et 12 points par enfant à charge, jusqu'à 3. Un soldat avait besoin de 85 points pour être renvoyé aux États-Unis. Donc c'était un peu comme un programme de multipropriété, mais avec beaucoup moins de pression. Les hommes étaient souvent mécontents d'un système jugé injuste, surtout à cause de la guerre qui continuait dans le Pacifique. Même ceux qui atteignaient le total de 85 points devaient parfois attendre des mois avant de pouvoir rentrer chez eux. Finalement, le total de points a été abaissé à 50. 4 jours après la reddition du Japon, les États-Unis ont lancé l'opération Magic Carpet, apparemment dirigée par le brigadier général Steppenwolf Magic Carpet. Ils ont mobilisé cuirassés, porte-avions et tous les navires disponibles pour ramener les garçons, la démobilisation s'achevant officiellement le 30 juin 1947. De retour aux États-Unis, les soldats revenants étaient traités en héros. Des célébrations régulières étaient organisées en leur honneur, provoquant une euphorie nationale.
Pour beaucoup de ces soldats, la réadaptation à la vie normale était difficile. Après le combat, de nombreux anciens soldats redoutaient de ne pas pouvoir se réadapter à la vie civile. D'autres encore s'inquiétaient de ne pas pouvoir trouver d'emploi ou de rattraper le temps perdu dans leurs anciennes professions. Pire encore, beaucoup pensaient que leur famille leur en voudrait de leur retour. Pour répondre à ces inquiétudes, le gouvernement a adopté la loi sur la réinsertion des anciens combattants, ou Government Issue Bill. Selon la nouvelle loi, tous les anciens combattants honorablement démobilisés ayant servi activement pouvaient recevoir 1 an d'indemnité chômage. La loi encourageait également les anciens soldats à poursuivre des études en prenant en charge les frais de scolarité dans une université ou une école professionnelle et en leur versant une allocation pour subvenir à leurs besoins pendant qu'ils terminaient leur diplôme. Cela a fortement augmenté les inscriptions universitaires nationales. La loi originale ayant expiré en 1956, une nouvelle loi d'aide à l'éducation des anciens combattants post-11 septembre a été adoptée en 2008. La Seconde Guerre mondiale fut un conflit mondial impliquant de nombreux pays. Chaque enfant l'apprend différemment selon son pays. Aux États-Unis, l'Amérique est vue comme le héros. Le système éducatif russe peut voir les choses un peu différemment. L'Allemagne, l'Italie, le Japon affrontent de dures réalités, tandis que l'Antarctique est largement épargnée. Les réponses écrites par des utilisateurs de Reddit de divers pays montrent que la perception de la Seconde Guerre mondiale varie selon les souvenirs de chacun. Aujourd'hui, voyons comment la Seconde Guerre mondiale est enseignée dans le monde. Plongeons dans cette histoire unique. Quand toute la Seconde Guerre mondiale a commencé avec votre pays, on pourrait supposer que c'est un sujet sensible à aborder. Au lieu de fuir l'histoire, les enfants en Allemagne la découvrent en visitant de nombreux sites liés à l'Holocauste et au Reichstag. De nombreux élèves visitent le camp de concentration de Sachsenhausen, aujourd'hui musée avec visite guidée. De cette façon, les enfants d'âge scolaire ne sont pas seulement instruits sur l'histoire, mais aussi sur ce qui a évolué depuis cette époque. Ces leçons n'ont pas été édulcorées, notamment sur le Troisième Reich, ses origines et conséquences. Des films et des conférences sont utilisés pour faire passer les messages, la liste de Schindler étant un exemple populaire. L'accent est mis sur la montée du fascisme, l'histoire opérationnelle de la Seconde Guerre mondiale n'étant que brièvement abordée. Les atrocités nazies, les plans des Alliés pour l'Allemagne d'après-guerre et les défauts constitutionnels qui ont permis l'ascension d'Adolf Hitler. Ces leçons devraient aider la jeunesse à éviter de répéter l'histoire. Le Japon et la Corée du Sud semblent incapables de se mettre d'accord sur la manière dont l'histoire devrait être enseignée. Les ministères de l'éducation de chaque pays sont engagés depuis des années dans une lutte acharnée concernant la façon dont les manuels scolaires décrivent la Seconde Guerre mondiale. La souveraineté sur les rochers de Léoncourt, îlot de la mer du Japon, est au centre de cette confrontation. La Corée du Sud pense que le Japon a abandonné ses îlots et d'autres possessions après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon considère que la Corée du Sud ignore le sujet. L'autre problème, plus grave, concernait les femmes de réconfort, coréennes forcées à servir les soldats japonais. Un seul manuel d'histoire approuvé par le ministère japonais de l'Éducation mentionne les femmes de réconfort. Le Japon a commencé à indemniser les femmes de réconfort survivantes, bien qu'il tente d'ignorer ce sujet délicat. Cette sombre partie de l'histoire divise toujours les deux nations. La participation de la France à la Seconde Guerre mondiale reste essentielle pour le peuple français. Quand la France a instauré le régime de Vichy pour satisfaire les nazis, elle a aussi adopté de nombreuses lois et idées antisémites. Et aujourd'hui, le système éducatif français est en grande partie basé sur le fait de se sentir vraiment mal par rapport à la façon dont les choses se sont passées. La débâcle de Vichy est jugée aussi odieuse que la Shoah en France, les deux étant souvent considérés à égalité. Dans les musées, le déshonneur est tellement mis en avant que les aspects non européens de la guerre sont peu évoqués. Sacrebleu, en effet. Les Pays-Bas se souviennent douloureusement de la déportation des Juifs vers l'Europe de l'Est. L'éducation met surtout en avant les héros de guerre, moins les victimes. Pour les Néerlandais, l'accent est sur la résistance et ses récits de courage. Les membres de la résistance sont les vedettes de plusieurs livres pour enfants et adolescents, et ceux qui y ont participé sont salués comme des héros à travers l'histoire. Ces récits montrent des résistants cachant des amis juifs, aidant des pilotes alliés
et incendiant discrètement les registres des Juifs locaux, offrant un avantage crucial face aux Allemands. Les élèves savent, Maga, que la Seconde Guerre mondiale a favorisé le mouvement national-socialiste aux Pays-Bas, le SILEL, le National Socialistische Beweging. Admettre qu'un membre de la famille en faisait partie, c'est presque aussi grave que d'avouer ne pas aimer les Stroopwafels, crime supposé aux Pays-Bas. L'Italie a joué un rôle de covedette pendant la Seconde Guerre mondiale, rejoignant l'Axe contre leur ennemi juré, les Alliés. Dans les salles de classe modernes, les collèges italiens se concentrent sur la Seconde Guerre mondiale. On aborde ce sujet en dernière année chez les 13-14 ans, puis à nouveau chez les 18-19 ans. Pour les élèves italiens, comprendre l'histoire, c'est saisir les causes du Troisième Reich, reconnaître les similitudes entre fascisme allemand et italien, et commenter ensuite des extraits de Mein Kampf. La génération d'élèves plus âgés se concentre moins sur les événements chronologiques et davantage sur les liens entre les tendances sociales et politiques. Cela vise à présenter le fascisme sous un jour très négatif pour empêcher son retour dans le pays. La perception taïwanaise de la Seconde Guerre mondiale varie selon le lieu et l'époque d'éducation. Taïwan appartenait au Japon pendant la guerre, mais après la prise de contrôle par le Parti nationaliste chinois, ils ont enseigné que le Japon, et non les États-Unis, avaient bombardé Taïwan. À Taïwan, on enseigne que la Seconde Guerre mondiale fut une glorieuse résistance à l'agression japonaise. Il ne faut simplement pas rappeler que de nombreux Taïwanais ont combattu pour l'Empire japonais, à la fois volontairement et sous la contrainte. Le Canada est sensible à son héritage de la Seconde Guerre mondiale, notamment par rapport aux États-Unis. Les soldats canadiens combattaient avant que les États-Unis ne s'impliquent. Ce groupe de battants veut être reconnu, voire honoré. Le Canada a d'ailleurs remporté des batailles difficiles, comme celle de l'Atlantique. L'Amérique menait une politique isolationniste stricte jusqu'à l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Cela a rendu la chose impossible, forçant ses retardataires à entrer dans la guerre quelques années après son début. Et il y a un peu d'amertume, c'est vrai. Les soldats américains à Omaha Beach lors du jour J sont célèbres, mais Omaha était seulement l'une des 5 plages principales. La 3e division d'infanterie canadienne a repris la plage Juno aux Allemands. 350 Canadiens sont morts ce jour-là, plus de 5000 durant la campagne de Normandie. Mais vous ne verrez pas Tom Hanks jouer ce rôle, il n'arrive peut-être pas à prendre l'accent canadien. La Norvège a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a vraiment apprécié, surtout la Norvège, occupée par l'Allemagne. Rapidement, le gouvernement norvégien s'est réfugié à Londres, laissant tout le monde se débrouiller avec la situation. La Norvège a finalement été libérée après le retrait allemand, ce qui a laissé une grande partie du pays détruite sur leur passage. Selon la façon dont la Norvège raconte l'histoire, il y a de nombreux héros, comme la cellule de résistance Milorg, qui s'est formée vers la fin de la guerre. Les Anglais sont vus comme des sauveurs, contrairement aux États-Unis, moins appréciés. Les écoles japonaises proposent généralement 2 cours, Histoire du monde et Histoire du Japon. Cela inclut leurs relations avec l'Asie de l'Est et l'Europe, notamment les situations menant à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon se présente surtout comme victime durant la guerre. Les cours consacrent 1 semaine à discuter d'Hiroshima et des bombardements. Les jeunes Japonais voient souvent les kamikazes comme des volontaires forcés morts en mission derrière les lignes ennemies. Okinawa a été durement touchée par la Seconde Guerre mondiale et de nombreux vestiges subsistent, visités lors de voyages scolaires. Cependant, le Japon reconnaît également son rôle en tant que l'une des puissances de l'Axe pendant la guerre. Le fort impérialisme du pays a forcé de nombreuses personnes tombées sous sa domination à changer de nom et à apprendre la culture japonaise. Quand on parle du massacre de Nankin ou de l'unité 731, c'est souvent avec des excuses ou de la réflexion. Les utilisateurs russes de Reddit disent que les écoliers russes étudient la Seconde Guerre mondiale de l'ascension du Troisième Reich à la mort de Staline en 1953. Les relations soviéto-allemandes sont abordées, avec un accent mis sur le point de vue soviétique. L'Occident et sa relation avec le Reich sont également étudiés, ainsi qu'une certaine attention portée au front occidental. Après le jour J, le pacte Molotov-Ribbentrop promettant la non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique est présenté comme un mal nécessaire. Les bombardements d'Hiroshima, Nagasaki et Dresde sont souvent vus comme inutiles.
Selon l'enseignant, l'histoire peut varier. Les enseignants pro-soviétiques, ceux d'élèves, sont souvent biaisés pour l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il est généralement admis que les soviétiques ont fini par prendre Berlin et vaincre les Allemands. Tels des héros d'action, ils ont battu le Japon en Mandchourie. La Russie met fin à la guerre et sauve le monde. Fin de l'histoire. Bonne remise de diplôme. La Seconde Guerre mondiale a engendré des histoires d'espionnage incroyables, tromperies, trahisons, double jeu. Ces espions ont tout vu, et même plus. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur les histoires d'espionnage les plus folles de la Seconde Guerre mondiale que vous entendrez jamais. Mais avant de révéler ces taupes, son vrai nom était peut-être Forrest Frédéric Édouard Yeo Thomas, mais vous pouvez l'appeler Lapin Blanc, Forrest Frédéric Édouard Yeo Thomas. L'agent Matrix E photographiait principalement des documents top secrets derrière les portes de l'ambassade tôt le matin. Après 2 ans dans la Royal Air Force, Yeo Thomas a estimé ses missions insuffisamment dangereuses et a demandé à être envoyé en France occupé pour servir de liaison entre le gouvernement français en exil et la résistance. Yeo Thomas a mené sans problème ses 2 premières missions, mais a été trahi et capturé par la Gestapo lors de la 3e. Notre héros a multiplié les tentatives d'évasion avant d'être transféré au camp de Buchenwald en Allemagne, où il a survécu 8 mois de mauvais traitements, puis s'est évadé d'un chantier. Yeo Thomas a mené de nombreux prisonniers de guerre vers la liberté dans les derniers jours de la guerre. Yeo Thomas, l'un des meilleurs espions britanniques, a marqué la culture populaire. Ian Fleming se serait inspiré de lui pour créer James Bond. En 1930, à 22 ans, Krystyna Starbek fut finaliste de Miss Pologne lors de son second mariage avec l'écrivain et homme politique Jerzy Giski. 9 ans plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne et tout changea. Le couple est parti à Londres, où Skarbek a travaillé pour les renseignements britanniques après avoir organisé une messagerie entre la Pologne et la Hongrie. La francophone accomplie s'est rendue en France en 1944 sous le nom d'emprunt Christine Granville. Sous ce nouveau nom de guerre, Skarbek a dû jongler entre diverses opérations de renseignement. Mission la plus célèbre. À Dinah, elle a trompé la Gestapo pour libérer 2 agents capturés, alors que son avis de recherche figurait au quartier général allemand. Même pour les nazis, c'est embarrassant. Malgré ses médailles de France et du Royaume-Uni, Skarbek a été abandonnée par le gouvernement britannique. Après la guerre, elle n'a pas pu retourner en Pologne communiste et sa vie a sombré dans le chaos. En 1952, elle a vécu dans un hôtel sur un paquebot où Denis Muldowney, un prétendant et conduit, a commis un acte criminel contre elle. En 1935, Wilhelm Canadas pensait qu'Adolf Hitler était le meilleur. Il a même été nommé à la tête de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Puis Canaris a été témoin de première main des atrocités commises par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale et il a très vite changé d'avis. Pour corriger ces nombreuses injustices, Canaris a commencé à rassembler des opposants partageant ses idées au sein de l'Abwehr et de l'armée. Il a pris part à plusieurs complots contre le Führer, tout en gardant assez de distance pour éviter toute implication. En 1944, un autre complot raté contre la vie d'Hitler a eu lieu et le Führer a complètement supprimé l'Abwehr. Cette fois, la chance de Canaris l'a quitté et il a été dénoncé par des personnes torturées. Canaris a été emprisonné et n'a reconnu sa culpabilité qu'après la découverte de ses journaux intimes en avril 1945. Ainsi, Canaris et ses complices ont été rassemblés et pendus au camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945. Les nazis lisaient le journal intime de quelqu'un. Jusqu'où sont-ils prêts à s'abaisser ? Odette Dallos est née en France en 1912 et a déménagé en Grande-Bretagne après avoir épousé un Anglais en 1931. 11 ans plus tard, Odette Dallos rejoint le service d'espionnage britannique, le Special Operations Executive, grâce à ses photos de guerre. Dallos a été arrêtée par la Gestapo en 1943 et a été soumise à la torture dans la tristement célèbre prison de Crène près de Paris. Lors de plusieurs interrogatoires, Dallos a refusé de dévoiler l'emplacement des autres agents.
Après des mois de coups et d'isolement, elle a été envoyée tous frais payés au camp de concentration de Ravensbrück. Alloz a inventé une histoire assez ravisseur. Elle affirmait que son co-espion, le capitaine Pierre Churchill, était le neveu de Winston Churchill et qu'elle en était l'épouse. Elle était la belle-nièce du Premier ministre anglais. L'officier SS Fritz Zurin, chef du camp, a cru l'histoire et l'a vue comme son moyen de quitter le parti nazi. Il a lui-même conduit Alloz aux lignes américaines pour la déposer et se rendre, espérant que son statut le sauverait. Ce ne fut pas le cas. Alloz a finalement témoigné contre Zurin et ceux qui l'ont persécuté à Ravensbrück à cause de ses actes. Alloz est la première femme à recevoir la Croix de George pour un héroïsme ou un courage exceptionnel en situation de grand danger. Le couple Arro et Libertas Schulze-Boysen détestaient le Troisième Reich. Tous deux venaient de milieux allemands aisés, Arro étant le fils d'un officier de marine décoré et Libertas, la fille de la noblesse allemande. Grâce à sa famille, Arro a obtenu un poste au ministère de l'Air du Reich en 1934. Une fois installés, ils ont formé un groupe d'anti-nazis partageant les mêmes idées. À la fin des années 1930, leur opposition privée devint de l'espionnage, échangeant de nombreux renseignements avec les soviétiques et le gouvernement américain. Ils furent surnommés l'Orchestre Rouge pour leur façon de chanter pour la Russie soviétique. Liberitas utilisait sa position dans l'industrie cinématographique allemande pour documenter des preuves de crimes de guerre allemands et les transmettre par radio. Mais en 1942, un agent a émis 2 fois depuis le même endroit, ce qui a permis à la Gestapo de localiser et d'arrêter le groupe en décodant les messages pour découvrir qui d'autre était impliqué. La Gestapo a passé le reste de cet été à traquer tous les membres de la cellule de résistance qu'ils pouvaient, finissant par les arrêter. Héros au ministère de l'Air le 31 août 1942 et 3 jours avant, tous les membres capturés du club d'espionnage Schulze-Boysen ont été éliminés. Le projet Manhattan, qui a inspiré le meilleur film, a aussi inquiété de nombreuses personnes en 1944. C'est ce qui a déclenché l'opération Pi, la tentative du Reich de connaître l'avancement du projet. Le plan, débarquer les espions Erich Kimpel et William Colpatch près de Hancock, Maine, grâce à un sous-marin. Avons-nous dit simple? Nous voulions dire vraiment étrange? Après avoir débarqué dans le Maine enneigé, les 2 espions sont arrivés à New York en 2 jours. Ce qui est franchement impressionnant. Ils ont reçu 10 000 $ pour leur mission, ce qui équivaut à environ 650 000 $ aujourd'hui. Ils ont ainsi pu louer un studio à Manhattan, sans doute sans rangement. Toujours un grand fléau pour l'humanité, la jalousie a ruiné le plan des 2 hommes en montrant son vilain visage. Colpa a volé la plupart de l'argent et, lors d'une beuverie, les 2 espions ont été démasqués et arrêtés. Le 30 décembre, les 2 hommes ont été condamnés à mort. Mais le président Franklin D. Roosevelt, peu favorable à la peine capitale, a commué leur peine. Maurice Moberg était joueur et entraîneur de baseball de 1923 à 1939. En plus d'être un sportif, Berg était très intelligent et multilingue. Il accompagnait des équipes et joueurs au Japon pour une tournée et un match d'exhibition. En 1934, Berg a filmé Tokyo et son port depuis un toit alors que la Seconde Guerre mondiale éclatait. Berg, diplômé en droit, a mené des opérations de contre-espionnage et remis ces images de Tokyo à l'armée américaine pour préparer le raid Doolittle de 1942 et Santa Tamasan. Mais pas celle où les animaux parlent. Berg a ensuite été parachuté en territoire ennemi en Yougoslavie pour trouver un moyen de freiner les progrès allemands dans le développement des armes atomiques. Pour ce faire, Berg s'est concentré sur le physicien allemand Werner Heisenberg, celui qui frappe à la porte. Berg était prêt à éliminer Heisenberg lors de sa conférence, armé d'un pistolet caché et d'une pilule de cyanure. Berg a assisté à la conférence et conclut que Heisenberg n'avait pas d'armes, donc l'assassinat a été suspendu. Il a attendu jusqu'à la dernière minute. Après la guerre, Berg reçut la médaille présidentielle de la liberté, qu'il refusa car il ne pouvait révéler le secret justifiant cette distinction, même après son contrat avec les services de renseignement. Dans les années 50, Berg a passé 20 ans avec ses proches,
restant évasif sur ses éventuelles missions secrètes. Décédé en 1972 à 70 ans, il a reçu à titre posthume la médaille d'honneur, offerte au temple de la renommée du baseball. Le ressortissant albanais Elias Bosna a été engagé comme valet par l'ambassadeur britannique en Turquie. Son nouveau patron, Sir Hugh Knatchbull Hugheson, était réputé pour rapporter chez lui des documents sensibles avec son nouvel employé, désormais appelé Cicero. Bosna a gagné de l'argent en vendant à l'Allemagne des photos de documents top secrets en 1944. Ce travail a aussi beaucoup rapporté à Bosna, qui a touché la plus grosse somme jamais versée à un espion. Les fuites révélaient clairement que l'ambassade d'Ankara était la source. Bien qu'ils aient failli surprendre Bosna, il a échappé à la détection pendant la guerre. Après, il a compris les conséquences d'avoir vendu des secrets au Reich. Lorsque toutes ces nouvelles entreprises échouèrent à cause de paiements contrefaits des Allemands, il tenta de poursuivre le gouvernement pour récupérer ce qu'on lui devait, mais après l'échec de cette démarche, il passa le reste de ses jours comme veilleur de nuit. Le londonien Harold Coe a connu une véritable montagne russe dans sa carrière, commençant comme un méchant avant de devenir un héros pour finalement terminer son histoire à nouveau en tant que méchant. Ça ressemble à une réplique de Batman. Cole, ex-détenu, a rejoint l'armée britannique après sa libération. Ironiquement, Cole a de nouveau été fait prisonnier après avoir été capturé lors de l'invasion allemande de la France en 1940. Il s'est évadé, s'est caché à Marseille et a aidé la résistance à organiser des filières d'évasion pour ses camarades. Avec l'aide de Cole, plusieurs ont fui la France occupée pour une vie meilleure. Un point pour Cole. Capturé encore, la Gestapo l'a cette fois retourné en informateur. Ne travaillant plus pour la résistance française, mais directement contre elle, 50 des résistants capturés ont été exécutés par les Allemands en conséquence. D'accord, je suppose qu'on doit lui retirer ce point. Après la guerre, les Britanniques et les Français étaient, à juste titre, agacés par Cole et se sont mis à sa recherche. Capturé, il est emprisonné par l'OTAN à Paris, puis s'évade en novembre 1945. La police française l'a retrouvé le 8 janvier 1946 et l'a tué. Il repose aujourd'hui dans une tombe anonyme de pauvres. La guerre est un enfer, même pour nous, espions, sachant que la défaite et la capture étaient inévitables. Adolf Hitler s'est suicidé dans un bunker à Berlin le 30 avril 1945. Sa disparition a provoqué un enchaînement de conséquences, laissant l'Allemagne en désarroi et ses partisans cherchant à fuir la justice. Aujourd'hui, nous allons donc examiner ce qui s'est réellement passé après la mort d'Adolf Hitler. Il est temps d'assister de près à la chute du Troisième Reich. Juste avant qu'Adolf Hitler et Eva Braun ne se donnent la mort. L'après-midi du 30 avril 1945, Hitler a dit à Martin Bormann que lui et Eva devaient être incinérés rapidement. Ainsi, leurs corps ne pourraient jamais être exposés par les Alliés, tels des cerfs sur un pick-up. Cependant, pour le groupe d'officiers chargé de détruire son corps, un simple détail logistique est rapidement devenu un problème majeur. Il manquait d'essence pour brûler le Führer, comme dans la chanson d'Alanis Morissette. Les Russes étaient si proches du bunker qu'il était impossible d'aller chercher du carburant ailleurs à Berlin. La seule option était de siphonner l'essence des véhicules endommagés sous les décombres du garage souterrain. Environ 200 litres furent extraits et placés près de l'entrée du bunker. Cela semble suffisant, mais apparemment ça ne l'était pas. Le chauffeur d'Hitler, Erich Kemke, ainsi que les adjudants Otto Gunsch et Hans Linger ont placé les corps d'Hitler et de Braun dans la cour. Sous les obus russes, des colonnes de poussière et de terre s'élevaient. Les trois hommes ont arrosé d'essence les deux corps et allumé le bûcher avec un chiffon imbibé sous le regard de Bormann et du ministre de la Propagande Joseph Goebbels. Mais une fois le carburant consumé, les corps restaient partiellement intacts. Le groupe a répété l'opération tout l'après-midi, versant des centaines de litres d'essence sur le Führer et Eva. Les restes calcinés des corps et ceux des deux chiens d'Hitler furent ensuite enterrés dans une fosse peu profonde à côté du bunker. Apparemment, Hitler ne supportait pas l'idée que ces animaux de compagnie soient adoptés par les Alliés.
Quand Hitler s'est donné la mort, Goebbels et sa femme, Magda, avaient déjà décidé non seulement de se donner la mort, mais aussi de tuer leurs 6 jeunes enfants. Magda était résolue à empêcher la survie de ses enfants, pensant qu'ils vivraient dans le mépris et le ridicule. Elle a forcé l'officier médical SS Helmut Kuntz, dentiste, à l'aider. Kuntz a d'abord refusé et fui le bunker, mais Magda l'a menacé de prévenir son mari, alors il est revenu. Dans la nuit du 1er mai 1945, alors que les enfants allaient se coucher, Magda a demandé à Kuntz de leur injecter de la morphine pour les endormir. Inconscient, chaque enfant a été forcé d'avaler du cyanure. Peu après, Joseph et Magda, accompagnés de l'adjudant SS Schwagermann, se sont suicidés dans le jardin de la chancellerie avec son aide. Un bon gestionnaire délègue au bon moment. Beaucoup des mêmes personnes qui ont suivi Hitler dans la vie l'ont également suivi dans la mort. Le maire de Leipzig, son épouse et d'autres responsables ont organisé une fête à l'hôtel de ville, terminée en buvant du poison à Demen. 1000 civils se sont suicidés en moins de 72 heures avant l'arrivée des envahisseurs russes pour éviter d'être capturés par les soviétiques. Ernst Robert Grawitz, médecin impliqué dans l'extermination des camps de concentration, s'est assis avec sa famille et a fait exploser 2 grenades. Partout en Allemagne, des milliers de personnes, qu'il s'agisse de partisans fervents incapables de supporter l'idée de la défaite ou d'individus coupables de crimes horribles, ont choisi l'oubli plutôt que la capture ou la fuite. Sentant la défaite approcher, plusieurs responsables allemands ont cherché dans les derniers jours du Troisième Reich à améliorer leur statut ou à négocier avec les Alliés pour éviter la punition après la guerre. Adolf Hitler n'était évidemment pas très heureux de la situation. En apprenant les trahisons présumées de Hermann Göring et Heinrich Himmler, tous deux ayant fui Berlin après l'anniversaire d'Adolf, il a immédiatement réécrit son dernier testament politique pour refléter son mépris et sa colère face à ces événements. Mesquin, oui mais c'était sa fête. Il peut pleurer s'il en a envie. Étonnamment, une fois Hitler parti, cela a laissé l'amiral totalement apolitique et commandant de sous-marins Karl Dönitz comme nouveau président du Reich. Du moins pour quelques jours seulement. Quand Staline, réputé pour sa franchise, a appris la mort de Hitler, il aurait dit « Ce salaud est mort, dommage que nous ne l'ayons pas capturé vivant ». On dit rarement ça, mais Staline n'avait pas tort. Mais l'homme à la moustache de fer exigeait une preuve certaine de la disparition de son rival. Il a donc chargé des membres de l'unité d'élite soviétique Smersh de trouver une preuve concrète de la mort d'Hitler. Smersh. Tous les bons acronymes étaient sûrement déjà pris. Le 2 mai, les agents de Smersh ont bouclé le jardin de la chancellerie et le bunker, puis ont entamé une fouille systématique. Après 3 jours, un officier russe a déterré les restes de Hitler et Eva. Mais à cause de toutes les manigances avec l'essence, leurs restes étaient méconnaissables. Déplacé dans un lieu secret, Hitler a été identifié par ses dossiers dentaires. Comment ont-ils obtenu ces dossiers dentaires ? L'unité Smirch a retrouvé le cabinet dentaire de Hitler, mais le dentiste avait fui vers l'ouest. Ils ont arrêté l'assistante du dentiste, Kata Hausermann, qui a décrit les dents très abîmées de Hitler. En raison de l'amour du Führer pour les sucreries, elle a fourni ses radiographies dentaires. Staline l'a remerciée en la condamnant à 10 ans de camp de travail. Merci, oncle Joe. Qu'est-ce qu'il en restait ? Le gouvernement allemand a annoncé la mort d'Hitler un jour plus tard via la Reichssender Hamburg, dernière station radio à ondes courtes contrôlée à Hambourg. L'annonce, précédée de la musique de Wagner et Bruckner, faute d'enregistrement de Candle in the Wind, reposait sur un rapport fantaisiste affirmant qu'Hitler était mort en combattant le bolchevisme jusqu'au bout. L'amiral Karl Dönitz, nouveau chef du gouvernement, a ensuite prononcé un discours louant la disparition héroïque d'Hitler. En omettant les détails factuels et en implorant le peuple allemand de lutter contre l'anéantissement par l'ennemi bolchevique qui avançait, la décision de reporter la reddition inévitable a prolongé les combats jusqu'au 8 mai. Une semaine plus tard,
La nouvelle de la mort d'Hitler a été officiellement reçue dans le monde entier. La British Broadcasting Corporation a relayé l'annonce de Dönitz tout en avertissant qu'il pouvait s'agir d'une propagande pour aider Hitler à fuir. La une du Daily Express titrait « Hitler est mort », mais refusa de publier une nécrologie précisant simplement qu'il l'imprimait. Aujourd'hui, chaque ligne d'information concerne la manière de sa mort. Il ne gaspille aucun centimètre d'espace à propos de sa carrière, la cruauté de ses actes étant déjà bien trop connue. Malgré la confusion, le public admettait généralement le départ d'Hitler. Le 2 mai 1945, le président Harry Truman évoqua officieusement la disparition d'Hitler lors d'une conférence de presse. Un journaliste a demandé si les autorités américaines savaient que Hitler n'était plus en jeu. Truman a simplement répondu oui. Bien que Truman ait admis qu'il ne savait pas encore comment Hitler était mort, il a insisté sur le fait qu'ils en avaient la confirmation de la meilleure source possible, que le dictateur était en train de manger les pissenlits par la racine. Truman n'a pas révélé cette autorité, mais il est probable que ce n'était pas Staline. Staline savait la vérité sur la fin d'Hitler, mais ne l'a jamais annoncée publiquement. Il a préféré répandre des rumeurs sur la fuite d'Hitler en Argentine, Espagne ou ailleurs. Certains estiment qu'il a adopté cette stratégie pour servir son agenda politique en maintenant la tension entre les grandes puissances, quelle qu'en soit la raison. Staline a nié la mort d'Hitler lors de sa rencontre avec Truman à Potsdam en juillet 1945. Staline a peut-être nargué le président avec un air de « je sais quelque chose que tu ignores ». Hitler voulait continuer la lutte, mais fin 1945, Heinrich Himmler a admis au comte Folke Bernadotte du gouvernement suédois que la guerre était perdue. Himmler voulait limiter les pertes, espérant que Bernadotte faciliterait une négociation avec l'Occident. Des milliers de prisonniers ont été sauvés, mais pour Himmler, cela n'a rien changé. Les Alliés exigeaient une reddition sans condition, ce qui empirait la situation pour Himmler. La radio occidentale révélait ces négociations secrètes lors de la dernière semaine de vie de Hitler, ce qui était embarrassant. Un Hitler furieux a démis Himmler, l'a expulsé du parti et ordonné son arrestation. À ce moment-là, Himmler avait mis en œuvre son dernier plan désespéré, tentant de se fondre dans la masse des soldats allemands non identifiés, fuyant vers l'ouest. Il s'est rasé la moustache, mis un cache-œil, retiré ses lunettes et s'est rendu dans la zone britannique au nord de l'Allemagne, mais son déguisement de pirate a échoué et il a été arrêté à un barrage routier. Plutôt que d'être capturé, Himmler a croqué une capsule de cyanure et s'est donné la mort. Quand Hermann Göring a entendu que Hitler envisageait de se suicider, il a télégraphié au Führer pour demander si Göring devait maintenant diriger officiellement le gouvernement. Conformément à un décret de 1941, Hitler ne l'a pas bien pris. Déjà furieux de la trahison de Himmler, Hitler a exigé de la même manière que Göring démissionne de tous ses postes au sein du parti, sous peine d'arrestation et d'exécution. Göring a obéi, mais Hitler a tout de même ordonné son arrestation. Il y a des gens qu'on ne peut tout simplement pas satisfaire. Göring, brièvement détenu, a rapidement contacté les forces alliées et proposé de se rendre. Göring, jugé à Nuremberg et reconnu coupable de crimes de guerre, s'est suicidé peu avant son exécution. À Berlin, beaucoup ont combattu après la mort de Hitler. Ces troupes, surtout des adolescents et vieillards enrôlés de force, devaient empêcher la prise de leur capitale par les Russes. La désertion de ces unités était passible de mort, chose courante alors. Alors que les Russes encerclaient la ville, la 12e armée allemande de Walter Wink dut arrêter de combattre les Américains à l'ouest et retourner à Berlin en traversant les lignes ennemies. Cela a été fait pour permettre au plus grand nombre possible de civils et de soldats de rejoindre les lignes occidentales, contrôlées par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Personne ne voulait se retrouver sur un territoire contrôlé par les Russes. Tu te rappelles ce qui est arrivé à l'assistante dentaire ? Malgré l'échec de Wank à infiltrer les lignes russes, ces actions auraient permis à des milliers de civils allemands de fuir vers l'ouest. Le 7 mai 1940, le magazine Time a publié une couverture frappante montrant le visage de Hitler, barré d'un grand X rouge.
Il reçut ce douteux honneur en premier, mais pas en dernier. Le largage des bombes atomiques, l'invasion américaine de l'Irak en 2003 et les assassinats d'Abu Musab al-Zarqawi et d'Oussama Ben Laden. Tous ont reçu le traitement X. Le magazine Time avait nommé Hitler homme de l'année en 1938. Bien que cette distinction visait à souligner la principale menace pour le monde démocratique, la décision demeure controversée. C'est probablement pour cela qu'ils ont choisi le grand X rouge la prochaine fois qu'il a fait la couverture. Le 7 décembre 1941, les forces japonaises ont attaqué Pearl Harbor à Hawaï. L'attaque a tué plus de 2400 Américains et écoulé plusieurs navires de la marine. Que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons examiner ce qui s'est passé immédiatement après l'attaque sur Pearl Harbor. L'attaque de Pearl Harbor a bouleversé la vie à Hawaï pendant des années. En quelques heures, l'armée a instauré la loi martiale sur tout le territoire à 18h. Ce soir-là, un couvre-feu strict a débuté et l'armée a fermé tous les lieux publics, y compris les bars. Mais ce n'était que le début. L'armée est même allée jusqu'à interdire temporairement la vente d'alcool dans tout l'État. Les écoles ont fermé et la vente de nourriture a cessé pour permettre à l'armée d'inventorier les stocks de l'île. Les rations d'essence ont été instaurées rapidement. Bien que la loi martiale ait répondu à l'attaque, elle resta en vigueur à Hawaï jusqu'en 1944. Le premier rapport concernant l'attaque de Pearl Harbor est parvenu au continent vers 14h heure de l'Est, le 7 décembre 1941. Bref, il disait « Raid aérien sur Pearl Harbor, ce n'est pas un exercice ». Le président Roosevelt a pris l'attaque parmi les premiers grâce au secrétaire à la marine, Frank Knox. L'attaque était encore en cours quand Roosevelt a commencé à réfléchir à sa prochaine décision. Il a demandé à Steve Early, secrétaire de presse, de publier un communiqué aux médias, encore ignorant des bombardements. Organiser tôt une conférence téléphonique à 3 avec les grandes agences de presse. Leur premier bulletin, intitulé Flash, est paru à 14h22. Washington, la Maison-Blanche, annonce une attaque japonaise sur Pearl Harbor et la nouvelle s'est rapidement répandue. Les réseaux de radio à travers le pays ont même interrompu leurs émissions pour rendre compte de la situation qui se développait. Durant l'attaque, un journaliste de National Broadcasting Company Honolulu est monté sur le toit du Honolulu Advertiser. Le journaliste, muni d'un micro et d'un téléphone, a livré le premier témoignage oculaire de l'attaque, alors que la bataille durait depuis 3 heures. Le journaliste a annoncé aux téléspectateurs, d'abord sceptiques, que les États-Unis allaient vraiment être attaqués. Ce n'est pas une blague, c'est la guerre. Après ce témoignage, des frappes aériennes japonaises sont signalées en Thaïlande et aux Philippines. Les Japonais envoient aussi des soldats à Hong Kong pour prendre la colonie britannique. C'était un effort massif et coordonné qui semblait fonctionner. Travaillant de concert avec l'armée, des agents du FBI sont rapidement descendus à Hawaï pour arrêter les personnes suspectes, et ils l'ont fait. En moins de 40 heures après l'attaque, plus de 2000 personnes ont été arrêtées. Et avec l'État sous la loi martiale, ces personnes n'avaient aucun droit à l'habeas corpus, ni à un procès devant jury. Walter Oka, américain d'origine japonaise de 13 ans, était soupçonné d'avoir suivi des navires militaires. Avant l'attaque, le FBI a perquisitionné sa maison. Mais une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était qu'un enfant, ils ont abandonné l'enquête et, espérons-le, se sont sentis assez embarrassés par toute cette histoire. Les images du bombardement de Pearl Harbor furent aussitôt censurées. Le personnel militaire a confisqué les photos et films de l'attaque, et à midi, l'armée avait interdit toute diffusion d'informations non autorisées sur le raid. Lorsque les premiers rapports sur l'attaque de Pearl Harbor ont été diffusés à la radio, les auditeurs du pays ont paniqué. Parmi les informations vérifiées, la désinformation et les faux rapports ont amplifié le chaos. Columbia Broadcasting System News a rapporté à tort que des parachutistes japonais avaient été aperçus à Honolulu et avaient été vus près de Harbor Point. La même station a rapporté quelques victimes civiles à Honolulu et des bombardiers en piqué attaquant la ville depuis un porte-avions japonais.
Ils ont également affirmé que des combats aériens faisaient rage dans le ciel d'Honolulu. Tout cela était faux, mais le public ne pouvait pas le savoir. La désinformation a accentué l'anxiété sur l'ampleur de l'attaque. La peur a vite suscité une suspicion généralisée envers les Américains d'origine japonaise. Cela compliquait la situation car à Hawaï, 37% des habitants étaient d'origine japonaise à l'époque. Ces personnes étaient étroitement surveillées, et même le président Roosevelt a soutenu l'idée d'expulser tous les Japonais d'Oahu. L'armée a réalisé qu'une telle rafle était irréalisable et nuirait à la répartition du travail sur l'île. En 1942, Roosevelt forcera 120 000 Américains d'origine japonaise à vivre dans des camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Par crainte, les Japonais des îles dissimulaient tout lien avec le Japon. La famille Nakasone veillait, par exemple, à ne posséder aucune image de l'empereur du Japon. Jane Kurohara, qui était une enfant vivant à Honolulu à l'époque, se souvient plus tard qu'elle n'était plus censée parler japonais, disant que c'était presque comme un péché. À San Francisco, Upton Close, une personnalité de la radio National Broadcasting Company, a téléphoné au consulat japonais pour en savoir plus sur l'attaque. Le secrétaire du consul général Kazuyoshi Inagaki a déclaré que l'attaque était une totale surprise pour le consulat. À l'antenne, Close a suggéré que cette affirmation pouvait être vraie. Il a expliqué que l'attentat pouvait être un coup monté par une fraction fanatique de la marine japonaise. Il a suggéré que le gouvernement japonais pourrait désavouer cet acte et réparer le préjudice causé à l'Amérique. Pendant ce temps, au consulat, des responsables japonais paniqués brûlaient des documents sensibles. L'incendie est devenu incontrôlable. Les pompiers ont été appelés pour l'éteindre. Les Américains de la côte ouest, la région la plus proche du Japon, redoutaient de nouvelles attaques après le bombardement. La station National Broadcasting Company de San Francisco a indiqué qu'aucun signe de sabotage ni d'activité d'espions ou saboteurs japonais n'avait été relevé. Sans prendre de risques, le shérif du comté de Los Angeles s'est précipité à Little Tokyo pour contrôler le quartier. Le shérif a réuni des volontaires et installé un poste d'observation pour surveiller les Japonais, sans rien remarquer, nécessitant d'intervenir. Des deux côtés de la barrière, les gens sont restés calmes et corrects, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils étaient tous américains. À Hawaï, l'armée craignait que les Américains d'origine japonaise restent fidèles au Japon et ne prenaient aucun risque. Après l'attaque, l'armée a ordonné à tous les résidents japonais de remettre les objets interdits. Cela incluait radios, jumelles servant à signaler les forces japonaises et toute arme à feu. Les Américains d'origine japonaise furent eux soudain considérés comme ennemis et privés de défense devant les tribunaux par la loi martiale. À la nuit tombée sur la côte ouest, Washington, l'Oregon et la Californie, craignant une attaque, ont appliqué un blackout. Les habitants devaient éteindre leurs lumières la nuit pour éviter d'être repérés par les avions ennemis. Les radios civiles ont aussi arrêté d'émettre, les avions pouvant localiser les villes via les ondes radio. Lorsque la nuit est tombée sur Seattle, la station de radio Kiro a annoncé que toutes les lumières, de quelque nature que ce soit, dans la région devaient être éteintes avant 23 h. Les habitants ont été informés qu'ils auraient le temps de tester l'obscurcissement entre 19 h et 23 h où ce temps servait notamment à acheter du papier noir épais et de lourds rideaux pour calfeutrer les fenêtres. Aucun phare ne devait être utilisé sur les automobiles et aucune lumière, quelle qu'elle soit, ne devait être visible nulle part sur la côte pacifique jusqu'à 30 minutes après le lever du jour. À Seattle, le blackout a été pris très au sérieux. Dès son application, une foule a attaqué des commerces restés allumés, déclenchant une émeute. Début à l'angle de la 4e avenue et Pike, centre-ville, devant les lettres lumineuses du magasin Foreman et Clark. Malgré le blackout, la foule a lancé des pierres sur les lumières. En 1 heure, les émeutiers ont cassé presque toutes les lettres de l'enseigne avant d'endommager d'autres lumières. L'adolescente Ethel Schelsvig est rapidement devenue la chef de la foule. Elle a crié « Cassez-les, éteignez-les » et a demandé à la foule si elle allait rester inactive.
Alors que les lumières menaçaient la ville, Schleswig a été arrêtée. Lors de son interrogatoire, elle a dit à la police « C'est la guerre. Une lumière en ville peut nous trahir ». Elle a été condamnée à une amende pour conduite désordonnée. Les rédactions ont vite préparé leurs titres sur l'attaque de Pearl Harbor. Les typographes ont sorti leur plus grand caractère. Les gros titres annonçaient la guerre et les journaux se sont vendus massivement après l'attaque. Le San Francisco Chronicle a conclu « Si la guerre devait éclater, il vaut peut-être mieux qu'elle arrive ainsi, gratuitement, sans avertissement, par fraude et sous drapeau de trêve. » Un éditorial du Los Angeles Times affirmait « Le Japon l'a cherché. C'était l'acte d'un chien enragé, une parodie de l'honneur international. » Le 8 décembre 1941, au matin, moins de 24 heures après l'attaque, le président Roosevelt s'est adressé au Congrès réuni. Ce discours est entré dans l'histoire grâce à l'affirmation du président Roosevelt selon laquelle le 7 décembre serait un jour qui resterait à jamais marqué par l'infamie. Il a demandé au Congrès de déclarer la guerre au Japon, qu'il a approuvé le jour même. 3 jours après, l'Allemagne et l'Italie, alliés du Japon, déclarèrent la guerre aux États-Unis. La suite appartient à l'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dû faire des sacrifices pour soutenir les troupes à l'étranger. Les gens ont changé d'emploi, pris de nouvelles responsabilités chez eux et adapté leur alimentation. L'armée avait la meilleure nourriture alors que tous se serrèrent la ceinture et trouvaient des solutions. Plutôt que de se plaindre, les gens faisaient preuve de créativité. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les gens mangeaient pour survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. En pleine Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a vite compris que l'armée rivaliserait avec la population pour des ressources comme la nourriture, le métal, le caoutchouc, le papier et d'autres matériaux. Pour garantir aux forces armées les ressources nécessaires à la victoire, un système de rationnement a été instauré. Le gouvernement attribuait à chaque citoyen, adulte et enfant, un nombre de points. Ces points, ainsi que l'argent, étaient de nécessaires pour acheter tout article limité à l'effort de guerre. Ainsi, par exemple, en 1943, une livre de bacon coûtait 7 points en plus de son prix monétaire, qui était d'environ 30 cents. Les points prenaient la forme de timbres que le gouvernement distribuait dans des carnets. L'Office de l'administration des prix faisait distribuer les carnets par des bénévoles et expliquait leur utilité aussi bien aux commerçants qu'aux consommateurs. Les pneus ont d'abord été rationnés, puis les voitures et enfin l'essence. En mai 1942, le gouvernement ajouta des aliments comme le sucre et le café à la liste. Quelques mois plus tard, viande, poisson, lait en conserve, matières grasses et fromage furent aussi restreints. À chaque ajout, la liste s'allongeait. Les accapareurs vidaient les magasins, provoquant des pénuries. Ces produits restreints étaient ensuite échangés au marché noir. Malgré ces problèmes, le système restait fonctionnel. Des restrictions similaires existaient aussi dans les pays d'origine des alliés européens de l'Amérique. Avec de nombreux produits rationnés, le public devait faire preuve de créativité en cuisine. Le gâteau éponge est une délicatesse simple, présente depuis la Renaissance, bien que beaucoup l'ignorent. Son secret de longévité, délicieux et facile à préparer. Durant la Seconde Guerre mondiale, farine, sucre, beurre et œufs étaient très demandés par les soldats. Les œufs et le sucre étaient particulièrement rares dans les épiceries du monde entier. Le gâteau éponge gallois se préparait sans œufs, mais avec beaucoup de margarine, de sirop et de lait. On étalait généralement de la confiture entre les deux couches. Ce n'était pas aussi moelleux que ce à quoi les gens d'aujourd'hui sont habitués, mais s'il était bien cuit, il prenait tout de même une teinte dorée. Durant la Seconde Guerre mondiale, un quart de la population polonaise a été décimée lors des combats. Les Allemands ont saisi toutes leurs terres, ce qui signifiait que les Polonais devaient faire de leur mieux avec les ingrédients limités auxquels ils avaient encore accès. Cependant, chaque repas n'était pas forcément une corvée. La crème aigre à la farine de pommes de terre accompagnait des raviolis aux myrtilles, plat populaire chez les enfants polonais. La crème aigre était faite de lait, de sucre et de farine de pommes de terre, ce que certains d'entre vous noteront sans doute ressemble à une recette classique de crème fouettée.
Maria Karpovichowa, originaire des environs de Varsovie, a collecté des recettes polonaises de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants se régalent car ils peuvent napper les boulettes de beaucoup de crème au lieu d'utiliser la crème aigre à la farine de pommes de terre. En Angleterre, les cuisiniers tentaient de préserver la normalité alimentaire en faisant frire des faux filets de poisson. Les faux filets de poisson étaient préparés comme de vrais filets, mais faits avec du riz. Ils mélangeaient du riz et des œufs dans une poêle pour obtenir une couche de riz frit d'environ 1 cm d'épaisseur, laissaient refroidir, puis découpaient le tout en filets. Ils panèrent sans les filets avec du pain si disponible, puis les faisaient pâte frire jusqu'à ce qu'ils soient dédorés. La demande de viande pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on peut l'imaginer, était extrêmement élevée. Ceux qui étaient en première ligne recevaient la majorité de la viande, donc les choses ont dû changer à l'arrière. Les restaurants proposent désormais des menus sans viande certains jours, et les publicitaires diffusent des recettes végétariennes comme des œufs à la crème sur crêpes et des galettes de fromage aux noix. Les cuisiniers à la maison, de leur côté, ont commencé à trouver des moyens nouveaux et intéressants d'étirer ce qu'ils avaient, ou bien ils ont carrément inventé de nouvelles recettes. Au début du XXe siècle, le pain de viande, composé de bœuf haché et d'ingrédients variés, était un plat de base cuit au four. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les cuisiniers ont remplacé le bœuf haché par des légumes pour économiser. Ce pain de viande avait une tasse de petits pois, de purée de pommes de terre et une boîte de soupe tomate concentrée. Ce n'était pas vraiment un pain de viande, mais c'était un moyen efficace de manger des légumes et d'utiliser les restes qui ont prévalu. Une grande partie du rationnement consistait à utiliser les restes pour faire durer la nourriture le plus longtemps possible, donc beaucoup de repas étaient essentiellement composés de briques et de broc. Le Bubble and Squeak, par exemple, n'était pas une recette spécifique, même s'il y avait une nécessité de base. Purée de pommes de terre. Durant le rationnement, elles restaient disponibles car faciles à cultiver. Elles absorbaient toutes les saveurs qu'on leur donnait, surtout d'un point de vue culinaire. Lorsqu'elles étaient utilisées dans le Bubble and Squeak, les pommes de terre en purée transformaient chaque dîner en une sorte de galette de pommes de terre, généralement garnie de la viande et des légumes disponibles. Cuisiner sans farine paraît difficile, mais en Pologne occupée, les habitants trouvaient des solutions en cas de pénurie. Dans de nombreux cas, cela signifiait utiliser des haricots à la place de la farine. Les haricots, une fois bouillis et hachés, deviennent malléables et sucrés, ce qui permet de les transformer en gâteaux, même si leur goût et texture diffèrent de la farine. Les haricots n'ont pas le goût de la farine, mais une saveur terreuse. Les chefs polonais créatifs ajoutaient 6 cuillères de sucre à la recette, la rendant sans doute savoureuse. Les légumes étaient abondants en Amérique durant la Seconde Guerre mondiale car ils ne pouvaient pas être envoyés aux soldats. Les fruits et légumes frais ne pouvaient pas être exportés sans s'abîmer, alors on recommandait aux Américains d'en manger au maximum. Le gouvernement a finalement encouragé les citoyens à planter leur propre jardin de la victoire, en raisonnant que si les gens pouvaient cultiver et mettre en conserve leurs propres légumes, cela libérerait plus d'espace dans les usines pour la production liée à la guerre. Les oignons, légumes faciles à cultiver et très résistants, furent farcis de divers ingrédients par les cuisiniers dans les années 1940. Grape nuts, la céréale fade et bruyante préférée de tous, ne contient ni raisin ni noix et est faite de blé. Et l'orge était un aliment de base américain à l'époque. Même si la plupart des gens considèrent toujours cette céréale comme insipide, elle a tout de même son utilité en cuisine. Cela donnait à un oignon farci une texture proche de celle au bœuf haché. Bien épicé, ce plat pouvait être une entrée savoureuse. Le café est essentiel pour beaucoup, mais durant la Seconde Guerre mondiale, presque tout le café américain était exporté. Ce qui faisait du café l'une des choses les plus difficiles à rationner, ce qui ressemblerait au cauchemar ultime à notre époque, où il y a au moins un Starbucks à chaque coin de rue. Les Américains étaient limités à une livre de café toutes les 5 à 6 semaines. Cela signifiait qu'ils buvaient moins d'une tasse par jour. Les Américains qui devaient absolument avoir leur tasse de café ont commencé à préparer du café Roosevelt, nommé ainsi en l'honneur de Franklin Delano Roosevelt, qui était président à l'époque. Le café Roosevelt était juste du café avec du marc réutilisé.
souvent aqueux et médiocre en substitut de café, mais les gens faisaient parfois preuve de créativité. La chicorée et le posthume étaient ajoutés au café. La chicorée relevait le café, tandis que le posthume est un substitut à base de son de blé, mélasse et maltodextrine. La langue de vache est énorme, caoutchouteuse et dure. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'une famille américaine typique apprécierait si elle avait d'autres alternatives. Durant la Seconde Guerre mondiale, les familles américaines n'achetaient que des viandes comme la langue et les pieds, ce qui a inspiré des variantes des plats classiques. La langue de bœuf, par exemple, n'était pas simplement servie comme une grosse langue sur une assiette. Au lieu de cela, elle était présentée dans quelque chose qui ressemblait plus à une casserole. La langue de bœuf braisée est facilement reconnaissable. La recette moderne inclut carottes, oignons, céleri et sauce tomate. Pour que la langue ait une consistance comestible, il fallait la faire bouillir pendant 2 heures, puis la faire cuire au four pendant encore 2 heures dans une casserole entourée de légumes. La soupe à la broche n'a sans doute pas le nom le plus attrayant, mais ce plat est en réalité savoureux. La soupe a été inventée dans la Pologne, occupée pour utiliser l'orge en surplus, alors que les Polonais manquaient d'aliments enrichissant leur cuisine. Les huîtres, les anchois et même des aliments simples comme les châtaignes étaient exclus. Pour survivre durant la Seconde Guerre mondiale, les Polonais ont créé une soupe d'orge nourrissante. Mais pourquoi lui ont-ils donné un nom si peu attrayant ? Cela vient du fait qu'en mangeant la soupe, ils devaient recracher les enveloppes. Le foie haché est une recette juive traditionnelle qui utilise du schmaltz et des griebenes, c'est-à-dire de la graisse de poulet et des gratons, pour enrichir le foie haché qui compose l'essentiel du plat. Durant la Seconde Guerre mondiale, les familles juives étaient encouragées à étirer leurs rations, par exemple en ajoutant de la chapelure ou en cuisinant végétarien. Cette version végétarienne était faite avec des fruits, légumes frais et tout ce qui poussait dans les jardins de la Victoire. Les cuisiniers à domicile substituaient souvent la viande par des haricots verts, pois, oignons, biscuits salés et parfois des œufs durs. Vous pensez probablement que la sciure, dans ce contexte, est le nom d'un aliment quelconque, mais ce n'est pas le cas, c'est simplement de la sciure ordinaire. Vous voyez. En Angleterre et en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale, faute de vastes champs de blé comme aux États-Unis, les gens mélangeaient leur faible quantité de blé avec de la sciure, appelée parfois farine d'arbre. Une recette allemande de pain noir utilisait moitié seigle, 2 parts de betterave, 2 de sciure et 1 de feuilles avec paille hachée. Tout était mélangé et cuit comme d'habitude. Ça n'a pas vraiment l'air appétissant, mais bon, en temps de guerre, on mange ce qu'on a pour survivre. En 1945, le sous-lieutenant japonais Hiro Onoda et son petit groupe de 3 hommes étaient les seuls survivants d'une invasion américaine de l'île de Lubang, aux Philippines, pendant la Seconde Guerre mondiale. Décidé à obéir et défendre l'île jusqu'au bout, Onoda a combattu les Alliés jusqu'en 1974, soit 29 ans après la reddition japonaise. Vivant de la terre et menant des attaques de guérilla, Onoda a poursuivi la Seconde Guerre mondiale 30 ans après sa fin. Aujourd'hui, parlons de Hiro Onoda qui a combattu 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été formé comme officier du renseignement et commando, Onoda a été affecté à l'île de Lubang, aux Philippines, pour détruire des cibles clés et empêcher l'installation des troupes américaines sur l'île. Cependant, ces ordres ont été modifiés à la dernière minute et les cibles sont restées intactes, permettant ainsi aux Américains d'envahir facilement Lubang en 1945, résister à l'envie d'écrire « Je vous l'avais dit » sur sa main et de gifler chacun de ses supérieurs, a dû demander toute la force de volonté d'Onoda. Alors que la guerre dans le Pacifique faisait rage, des soldats mouraient tout autour d'Onoda, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui et 3 autres hommes. Devenu le gradé le plus élevé après une élimination littérale, il mena son escouade se cacher dans les montagnes. Sous des ordres stricts de ne jamais se rendre ni se suicider, Onoda et ses 3 hommes devaient soit repousser les forces américaines et philippines, soit mourir en essayant. Ils lançaient souvent des attaques de guérilla pour provoquer l'une de ces 2 issues. Après la reddition du Japon en septembre 1945,
la fin de la guerre fut annoncée sur l'île. Onoda et ses hommes refusaient d'y croire, pensant que les journaux étaient des mensonges pour les piéger. Il n'était pas le seul soldat à penser ainsi. Des troupes japonaises isolées dans le Pacifique ont résisté longtemps après la guerre. On parie qu'Onoda joue au Monopoly jusqu'à tout perdre tard dans la nuit. La plupart des hommes d'Onoda étaient aussi dévoués que lui à poursuivre une guerre déjà enseignée dans les cours d'histoire mondiaux. Mais ils ont fini par tomber un à un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Le soldat Akatsu s'est rendu aux autorités philippines en 1955 ans après la Seconde Guerre mondiale. Le caporal Shimada a été tué par une patrouille cherchant Onoda en 1954 et le soldat de première classe Kazuka a été tué par la police alors qu'il était en mission pour brûler des récoltes locales en 1972, soit près de 2 décennies après la reddition. Pour mettre cela en perspective, Onoda et ses hommes se sont cachés dans la nature, menant une guerre imaginaire plus longtemps que la durée d'existence des Beatles. Onoda, tel un croque-mitaine, surgissait de la jungle pour attaquer agriculteurs et police. Pendant des décennies, il est même allé jusqu'à décapiter un agriculteur, essentiellement pour choquer et impressionner. Onoda a expliqué ses actes comme des tactiques de guerre, adaptées aux conflits qu'il pensait toujours actifs. Je me montrais pour détruire, menacer, allumer des feux et vider des maisons. Inutile de dire que Onoda et ses hommes ne disposaient pas de beaucoup de fournitures standards lorsqu'ils se sont enfuis dans la jungle pour continuer à combattre la Seconde Guerre mondiale pendant 30 années supplémentaires, mais ils étaient des survivalistes très bien entraînés. Ils se nourrissaient surtout de fruits, de légumes sauvages et parfois d'une vache volée aux agriculteurs. Ils construisaient des huttes en bambou et entretenaient armes et uniformes, comme s'ils attendaient une inspection d'un officier supérieur. Ils refusaient de croire toute information sur la fin de la guerre ou le monde moderne. Onoda et ses hommes pensaient donc aussi que l'alunissage était une supercherie. Le gouvernement japonais avait déclaré Onoda mort en 1959, mais après la mort de Kazuka en 1972, il a dû revoir sa position. Les médias japonais ont relayé l'idée que Onoda pouvait être encore vivant, faisant de lui un mythe urbain. En 1974, Norio Suzuki déclara vouloir retrouver le lieutenant Onoda, un panda et l'abominable homme des neiges. Suzuki réussit de façon incroyable à trouver Onoda et à lui faire envisager que la guerre était peut-être vraiment terminée. Onoda accepte d'épargner Suzuki, mais refuse d'abandonner sans ordre officiel de son commandant. Suzuki repart alors au Japon pour le chercher. Suzuki retrouva l'ancien commandant d'Onoda, le major Tanaguchi, travaillant dans une librairie. Avec Suzuki et le frère d'Onoda, Tanaguchi alla sur l'île de Lubang demander à Onoda de se rendre. Au début, Onoda pensa que tout cela était encore une ruse élaborée et attendit avec attention que Tanaguchi lui glisse un message secret, lui indiquant que la guerre continuait toujours. Lorsqu'il devint évident qu'aucun message de ce genre n'allait arriver, que l'ordre de reddition de Tanaguchi était authentique et que la guerre avait pris fin il y a 29 ans, Onoda perdit connaissance. Tout bien considéré, il le prit plutôt bien. La reddition d'Onoda s'annonçait difficile, car il avait terrorisé le pays durant 30 ans et tué au moins 7 Philippins. Le président des Philippines, admirant la ténacité d'Onoda, lui a accordé une grâce totale. Onoda a remis son sabre au président en portant l'uniforme conservé 30 ans dans la jungle. Le président a salué son courage et lui a rendu son sabre. À son retour au Japon, Onoda a été accueilli en héros, acclamé par la foule, ses parents et la fille du caporal Shimada à sa descente d'un vol privé. L'un des 3 soldats d'Onoda qui avait été tué des décennies plus tôt, la presse japonaise adorait Onoda. Les médias publiaient des titres élogieux sur son histoire, le présentant comme un symbole du devoir envers la patrie. Pour une génération devenue plus matérialiste pendant les 30 ans où Onoda se cachait, il fut un exemple. Il a même écrit « Pas de reddition » sur son épreuve. Ce livre devrait être obligatoire pour tous ceux qui se sont déjà plaints des heures supplémentaires. Onoda a tout de suite trouvé la vie au Japon moderne écrasante après avoir vécu isolé dans la nature pendant 30 ans.
Donc, il sortait essentiellement d'une machine à voyager dans le temps, 30 ans dans le futur, plutôt que d'essayer de comprendre comment utiliser une télévision. Onoda a déménagé avec son frère dans une communauté japonaise au Brésil et est devenu éleveur de bétail, ce qui lui convenait beaucoup mieux. Il a épousé une femme qui enseignait les anciennes coutumes japonaises, car il était vraiment à l'ancienne. Choqué par l'histoire d'un jeune de 19 ans ayant tué ses parents après avoir raté l'université, Onoda est rentré au Japon pour fonder un camp destiné à motiver les enfants en difficulté. Il voyait ce meurtre comme preuve que la génération actuelle était faible et manquait de confiance, compétences qu'il pensait pouvoir enseigner. On ne mène pas 30 ans de guerre seul dans la nature sans confiance en soi. Le camp s'appelait Camp Nature Onoda. Et il enseignait à ses campeurs les techniques de survie qu'il avait utilisées pour rester en vie en se cachant aux Philippines toutes ces années. Il croyait que ce savoir leur donnerait du pouvoir et renforcerait leur confiance en eux. Il a également commencé à donner des conférences dans des écoles et des universités sur son expérience, transmettant sa philosophie selon laquelle la nature était la clé pour trouver sa raison d'être dans la vie. Onoda a obtenu une pension militaire et des droits d'auteur pour son livre, mais a refusé les 29 ans de salaire rétroactif que lui devait le gouvernement. Des gens lui envoyaient des dons privés qu'il refusait également, donnant tout l'argent qu'il ne pouvait pas rendre à un sanctuaire commémoratif shintoïste. Onoda est mort en 2014. Hiro Onoda a tellement pris son devoir au sérieux qu'il n'a cru à la fin de la Seconde Guerre mondiale que lorsque son officier commandant le lui a annoncé. 29 ans plus tard, les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale évoque le débarquement du jour J en Normandie. La Seconde Guerre mondiale a vu des innovations allant des produits chimiques contre les infestations aux chaussures gardant les pieds secs, ainsi que des règles strictes sur l'eau, les latrines et la nourriture. Certaines initiatives ont mieux réussi que d'autres, mais la boue, les insectes, les maladies et la saleté restaient des problèmes. Aujourd'hui, découvrons l'hygiène des soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale. Voyons à quel point cette guerre était malodorante. Les conditions de guerre attirent invariablement les insectes, et ces insectes propagent des maladies. Pour limiter cette propagation, l'Institut national de la santé aux États-Unis et ses homologues mondiaux ont pris des mesures préventives contre d'éventuelles épidémies. À la fin des années 1930, des scientifiques suisses de la société Gage ont créé le dichlorodiphényltrichloroéthane, un insecticide. Son inventeur, Paul Muller, a reçu le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1948. Le dichlorodiphényltrichloroéthane a rapidement été envoyé aux États-Unis, où un épidémiologiste nommé Dr Fred Soper, l'un de ses plus grands soutiens, a convaincu le gouvernement égyptien de l'utiliser contre une épidémie de paludisme. En 1943 et 1944, avec le soutien de la Fondation Rockefeller et d'autres alliés, le dichlorodiphényltrichloroéthane fut largué sur des millions de civils et militaires en Méditerranée et en Asie Sud-Est. En 1944, le dichlorodiphényltrichloroéthane se distinguait par sa fabrication facile, son prix abordable et son efficacité. Ce produit chimique incolore et quasi inodore éliminait poux, moustiques, acariens et autres insectes, limitant fortement la propagation de maladies comme le paludisme et le typhus. Le succès rapide du dichlorodiphényltrichloroéthane a sauvé des millions de vies et fut présenté comme une solution contre le typhus, la peste qui suivait chaque grande guerre. Le succès du dichlorodiphényltrichloroéthane a entraîné une forte demande, le rendant accessible au public fin des années 1940. Tout le monde, des gouvernements aux agriculteurs, en passant par les jardiniers amateurs, utilisait le dichlorodiphényltrichloroéthane en abondance, le pulvérisant en direction des personnes, des plantes et des animaux. Le public avait été averti du potentiel du dichlorodiphényltrichloroéthane à perturber la nature, mais ses conséquences à long terme restaient inconnues. Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement américain a installé des blanchisseries et pressings permanents sur de nombreuses bases. Et une fois la Seconde Guerre mondiale éclatée, les services de blanchisserie ont été étendus à l'étranger. Au camp Lee, en Virginie, les troupes apprenaient à utiliser des machines à laver mobiles pendant 12 semaines après leur formation. Des unités de blanchisserie avec 3 officiers et 85 hommes étaient envoyées. Dès 1940, les blanchisseries mobiles, semblables à des semi-remorques,
comptait jusqu'à 6 unités et lavait environ 57 kg de vêtements par heure. Officiers, soldats et quelques civils pouvaient payer pour laver leurs vêtements. Les premiers ont eu un traitement de faveur, mais les hommes payaient 50 cents par paquet car la gratuité de la blanchisserie n'a jamais été adoptée. Oui, ils faisaient payer leurs soldats pour laver leurs vêtements. Les militaires pouvaient aussi utiliser des douches publiques. Comme les blanchisseries, les douches servaient à maintenir la propreté pour éviter poux et infestations et à améliorer le moral. Les installations de douche pouvaient comporter entre 8 et 24 pommeaux de douche avec des zones de désinfection supplémentaires disponibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux soldats sont revenus avec la syphilis et la gonorrhée, des maladies vénériennes répandues. Les responsables américains ont aidé les militaires à bien décider, à faire des tests médicaux et à tenir des registres précis des épidémies de maladies vénériennes. L'accord en 8 points a rendu la sollicitation près des bases une infraction fédérale grâce à son approche active. Des centres de traitement rapide ont été créés et des stratégies encouragées, tout en maintenant les hommes en service actif. Les militaires ont également eu accès à la pénicilline, un médicament relativement nouveau censé avoir un grand succès contre les maladies vénériennes, en plus des traitements classiques à l'arsenic et au soufre. Le département de la guerre des États-Unis, de son côté, a commencé à distribuer des brochures contenant des informations beaucoup plus explicites que celles qui avaient jamais été fournies aux hommes en service. Les hommes recevaient des conseils d'hygiène, des informations sur la prophylaxie et devaient consulter dès l'apparition de symptômes de maladies vénériennes. On disait aussi aux soldats que pour éviter les maladies vénériennes, il suffisait d'éviter les femmes. Cette logique était difficile à contester. Le pied de tranchée est une maladie grave due à l'exposition prolongée des pieds à l'humidité. Comme c'était un problème durant la Première Guerre mondiale, l'armée voulait offrir aux soldats un moyen de garder leurs pieds au sec et au chaud. En Grande-Bretagne, les femmes tricotaient des chaussettes pour les militaires et les usines textiles adaptaient leur production. Aux États-Unis, le Shoepak fut lancé en 1944, offrant une botte doublée et imperméable. Le Shoepak avait des couches de caoutchouc, de cuir et du feutre pour garder la chaleur. Fabriqué par L.L. Bean, c'était une variante de sa chaussure de chasse. Il manquait parfois de shoepacks, où les tailles n'étaient pas adaptées, mais ils étaient efficaces si les hommes portaient et changeaient régulièrement des chaussettes en laine. Le shoepak, mal ventilé, obligeait à changer souvent de chaussettes pour éviter des problèmes aux propriétaires. Pied macéré ou pied de shoepak, où la peau sous la plante ressemble à du papier buvard mouillé. L'armée a également mis en place des équipes de réparation de chaussures, offrant ainsi aux militaires la possibilité de faire réparer leurs chaussures de manière qualitative. Alors que pendant la Première Guerre mondiale, les hommes devaient compter sur des entrepreneurs locaux qui fournissaient souvent un travail de mauvaise qualité avec des matériaux inadéquats. Maintenir les hommes propres et présentables, en 1942, le ministère de la Guerre exigeait de se brosser les dents au moins une fois par jour. La gingivite ulcéro-nécrosante, également connue sous le nom de bouche des tranchées, était une affection courante pendant la Première Guerre mondiale, et elle est restée fréquente pendant la Seconde Guerre mondiale. Due au stress, au manque de soins dentaires et à la malnutrition, la bouche des tranchées causait saignements, douleurs et dégradation des gencives. De nombreux efforts ont été faits pour lutter contre la bouche des tranchées. La poudre dentifrice est devenue courante dans les kits d'hygiène et les hommes devaient se brosser les dents chaque jour, une habitude souvent gardée après leur retour. Les troupes recevaient également du dentifrice, ce qui auparavant était un produit de luxe. Après la Seconde Guerre mondiale, le dentifrice est devenu bien plus populaire dans toutes les classes sociales. D'autres kits d'hygiène contenaient brosses à dents, rasoirs, savon et crème à raser. Les hommes recevaient aussi du chewing-gum, des bonbons, du tabac, des allumettes et des cigarettes, une habitude que beaucoup de soldats ont malheureusement gardée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les règles d'hygiène personnelle restaient les mêmes que les décennies précédentes, mais leur enseignement variait beaucoup. Lors de leur formation à l'hygiène, les soldats visionnaient un film illustrant les bonnes pratiques pour encourager l'hygiène personnelle et collective.
Après avoir reçu leurs ordres et leur destination, les unités suivaient une formation à l'hygiène adaptée au site. Les troupes partant pour l'Europe étaient informées sur le typhus et le pied de tranchée. Des supports visuels informaient les spectateurs du théâtre du Pacifique sur le paludisme, l'eau potable et les parasites. L'armée n'a pas innové en utilisant les médias visuels pour la santé publique, déjà courant dans les années 1930 avec affiches, brochures et expositions. La Seconde Guerre mondiale a rapproché les sociétés de cinéma et les forces armées. L'armée américaine a contrôlé Kaufman Astoria Films à New York pour des films d'entraînement et de propagande, tandis que l'armée de l'air utilisait les studios Hale Roach en Californie. Les vidéos étaient à la fois comiques et instructives. Des personnages comme le soldat Snafu et McGillicuddy donnaient des conseils d'hygiène et de santé à travers des histoires édifiantes sur les risques. Le ministère de la Guerre a aussi utilisé des films pour sensibiliser aux maladies vénériennes. Le film sur les maladies sexuellement transmissibles, explicite dans son contenu, offrait un récit simple et direct des effets des maladies vénériennes qui peuvent résulter de rapports sexuels. On disait aux militaires qu'ils devaient regarder, comprendre et assimiler le film si notre pays voulait défendre avec succès notre droit de vivre à l'américaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires américains recevaient des consignes contradictoires sur l'eau. On leur demandait d'être propres, mais ils utilisaient quand même les sources locales pour se laver et laver leurs vêtements. Cependant, l'utilisation de l'eau locale causait récemment des parasites, infections cutanées et autres problèmes de santé sur l'île. Aux Philippines, on recommandait aux hommes d'éviter l'eau douce pour nager ou laver leurs vêtements à cause du risque élevé de schistosomiase, aussi appelée fièvre des escargots. La schistosomiase, aussi présente chez les troupes en Afrique du Nord, était due à un ver plat parasite affectant les systèmes urinaires ou digestifs. C'est vraiment désagréable à imaginer. Après les épidémies de schistosomiase, l'armée a renforcé les restrictions sur l'eau, ordonnant que les troupes ne s'approvisionnent qu'à des points d'eau approuvés. Cela inclut l'eau utilisée pour boire, se laver, faire la lessive, laver les véhicules ou les sols. Il est interdit aux troupes de patauger, de se baigner ou de laver des vêtements dans toute rivière, d'eau douce, marais, bassin ou rizière. L'armée a aussi fourni des bottes et équipements de protection aux ingénieurs et soldats en zones à risque, selon d'autres programmes éducatifs. À l'époque, ils ont également diffusé des dessins animés, soulignant la nécessité de prévenir la bilharziose. Des règles interdisaient de prendre de la nourriture aux civils et de manger dans certains restaurants pour garantir la propreté lors de la préparation des aliments. Au Royaume-Uni, les troupes américaines pouvaient acheter de la nourriture dans les restaurants publics, ce qui était interdit sur le continent. Cependant, il était très difficile de maintenir des normes sanitaires élevées hors du camp. Les commandants savaient que les soldats se ravitaillaient illégalement en nourriture et en eau, malgré l'interdiction. Cela s'est accentué à mesure que les rations manquaient de viande, de fruits et de variétés, surtout plus tard dans le conflit. Le personnel de cuisine était formé dans des écoles spécialisées pour garantir la qualité et la propreté des aliments avant d'être envoyés dans les camps à l'étranger. Des experts en hygiène visitaient régulièrement les cantines pour vérifier la propreté des cuisiniers et des aliments. Les responsables développaient des techniques efficaces pour fluidifier les files d'attente en cafétéria. Des instructions étaient données sur l'utilisation des ustensiles et le personnel médical pouvait effectuer des examens supplémentaires des manipulateurs d'aliments si besoin. L'efficacité de ces précautions contre les maladies alimentaires est débattue. Pendant la guerre, 190 épidémies d'intoxication alimentaire ont touché plus de 22 000 personnes. Pendant la guerre, les militaires devaient se laver chaque jour en garnison et au moins une fois par semaine sur le terrain. Les cheveux doivent être gardés courts et la barbe soigneusement taillée. Ce choix était difficile, surtout là où l'eau manquait, comme en Afrique du Nord. Les troupes britanniques devaient choisir entre faire du thé avec l'eau de rasage ou se raser dans le thé. Les troupes allemandes en Afrique du Nord recevaient un gallon par jour, quantité insuffisante l'été. Les troupes américaines, comme d'autres, recevaient des rasoirs et de la crème à raser dans leur kit d'hygiène, transportés dans une boîte à cigares ou similaire.
Les coiffeurs militaires utilisaient les fournitures au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles, recourant parfois à l'équipement envoyé par la famille depuis la maison. Les hommes pouvaient aller chez les coiffeurs locaux, mais l'armée américaine tentait de les empêcher de fréquenter des salons jugés insalubres. Les coiffeurs n'ont adopté des pratiques plus sanitaires qu'après l'interdiction de fréquenter certains salons par l'armée américaine. Pensez-vous que vous auriez survécu comme soldat pendant la Seconde Guerre mondiale? Dites-le nous en commentaire et découvrez nos autres vidéos sur l'histoire insolite.